Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine, un petit pot pourri, c'est un lundi. Un petit pot pourri concocté ce week-end, Pierre, ou ce matin? Oh, non, concocté depuis un bon bout de temps. Tu sais, l'esprit critique, c'est pas anodin. Et j'y reviens, on va y revenir. C'est vraiment important. Il y en a un qui nous a donné une petite leçon de critique, d'esprit critique, en fin de semaine. C'est Kovalev, le joueur vedette du Canadien, qui s'est permis de critiquer ouvertement l'entraîneur qui a été flushé samedi. Oui, Julien, c'est ça. Bon. Et en gros titre, c'est tellement rare qu'on en a fait un titre dans le journal La Presse de ce matin. Kovalev critique Julien. Mm-hmm. Et je le cite, on aurait dit que tout le monde était libéré de ses menottes. Ça m'a fessé dans le dash. Oui. Parce que parlant de menottes, il y en a un qui m'a inquiété dans le temps des fêtes. Peut-être à tort, me direz-vous. Mais Janine, j'aimerais ça partager ça avec toi. Mm-hmm. J'écoute beaucoup les nouvelles, j'aime ça écouter les nouvelles. Et TVA a passé et repassé à outrance une déclaration de Claude Charron, qui est la suivante. Je cite, « On réalise que plutôt que d'écraser le terrorisme, George W. Bush en a multiplié les sources. » Oui. Plusieurs pensent comme ça. Plusieurs pensent de même. Oui, oui. TVA a répété cette phrase-là, cette citation-là de Claude Charron à outrance. Des douzaines de fois. Moi, j'ai entendu, là, peut-être 12 fois, 16 fois, minimum. Comprends-tu? Et quelqu'un qui n'a pas l'esprit critique écoute Claude Charron, puis ça se peut, que Bush, au lieu d'écraser le terrorisme, en a multiplié les sources. Mm-hmm. C'est extrêmement grave comme affirmation. Mais ça peut être une analyse. Ouais. On peut en arriver à ces constats-là. Ouais. Par analyse. Bon. Mais, c'est important de garder notre esprit critique parce que ça se peut que la réalité soit exactement l'inverse de ce que Charron affirme. Je ne le sais pas. Mm-hmm. Il ne le sait pas. On ne le sait pas. On se base sur les informations reçues. C'était honnête. Alors, basé sur les informations reçues, il se peut que Charron soit complètement dans le champ et même à l'opposé de la réalité. Il se peut qu'il ait tout à fait raison et il se peut tout autant qu'il ait tout à fait tort. Oui. Je ne sais pas. Oui. D'où l'importance, face à des affirmations comme ça, OK? Et face au congédiement de Claude Julien, qu'on garde notre esprit critique. Et j'ai toujours déploré le fait que depuis que Chelios est parti de Montréal, il n'y a plus un seul joueur qui a osé s'ouvrir la bouche dans le club de hockey canadien. Janine, ce n'est pas normal. C'est pas des gamins de 17 ans. C'est des hommes entre 18 et 42 ans. Ça durait depuis combien de temps, ça, ce silence-là? Le silence imposé aux Canadiens, c'est depuis que Chelios a pissé après un poteau de téléphone, là, sur la rue Stanley ou Peel en sortant d'un bar. Écoute, ça fait 15 ans, 20 ans? Ça doit faire au moins 15 ans. Pas loin. 12-15 ans. Quelqu'un qui est observateur se rend compte que les joueurs pouvaient plus parler. Et ce que j'aime, c'est un Russe qui vient nous dire, écoutez les petits copains, les petits amis, c'est important l'esprit critique, parce que ça peut nous libérer de nos menottes. Mais, comme le fait Charron et TVA qui répète son message, ça peut nous en mettre des menottes aussi. Faire attention. Parce que ça te donnerait qu'un seul côté de la médaille. C'est parce que tu affirmes. Parce que, si on n'a pas d'esprit critique, on peut se faire menotter collectivement par des individus qui nous affirment, gros gens comme devant, des informations totalement erronées, des analyses totalement erronées. Ça se peut qu'il ait tout à fait raison, comme ça se peut tout autant qu'il ait mentor. Hey! L'esprit critique, c'est pas facultatif. Mais ça se bâtit pas comme ça, l'esprit critique, Pierre. Faut que tu ailles aux sources, faut que tu fouilles si tu veux avoir l'autre côté, si tu soupçonnes qu'il y a un autre côté. Janine, t'as beau fouiller tant que tu voudras, on le saura probablement jamais. Dans les dossiers d'État, si Bush a diminué le terrorisme ou l'a augmenté, on ne le saura probablement jamais. On n'aura jamais
une certitude plus que 50 ou 50,1% dans notre affirmation. Oui. D'où l'importance de garder notre esprit critique. Depuis quand que les joueurs n'auraient pas le droit de critiquer un coach, dire écoute, coach, je pense que tu es dans le champ avec cette philosophie-là, ou cette attitude-là, ou cette orientation-là. J'ai hâte que, écoute, c'est des hommes, là. Si ça se fait. Pierre, si ça se fait, mais que c'est pas connu des médias, ça se fait ça ne se fait pas avec le club. Je peux te dire que ça ne se fait pas, ça paraîtrait. Bon, parce que alors, je suis convaincu, sauf erreur, que ça ne se fait pas depuis 12-15 ans dans le club de hockey canadien. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien, mais Pierre... Le dernier qui a osé lever le nez, c'était Patrick Roy, puis il était envoyé au Colorado en 4e vitesse. Tu te souviens de Guy Carbonneau, quand il avait montré le doigt d'honneur, il avait osé s'affirmer, lui aux journalistes, avec dans le cul, là, puis il lui fait un doigt, il avait été envoyé à Dallas, si ma mémoire est bonne. Ouais. Mais, si vous dites, on garde notre esprit critique, Pierre, ça se pourrait-tu qu'il y ait un discours officiel, comme si le cas en politique, quand tu fais partie de la ligne de parti, puis qu'il y a plein d'affaires qui se discutent de façon costaude à l'interne? Non. Ça pourrait exister, ça aussi. D'ailleurs, les discussions costaudes à l'interne des partis politiques, oublie ça. On aime la soumission, c'est pour ça que j'y reviens. C'est un Russe qui nous dit « Allô, les copains, l'esprit critique, c'est important. Ils ont raison, ça peut nous menotter. L'absence d'esprit critique peut nous créer des menottes. » OK? Et le fait d'être critique, d'être capable de s'affirmer et de critiquer, de manifester son opinion, son désaccord, peut nous libérer de menottes. Oui, il a raison. C'est libérateur, en tout cas, au minimum. Même si ça ne change rien. Parlant de libération. Oui. Alors. Oui. Parlant de libération, j'essaie de faire le pont. Avec mon narcissique qui ne tolère absolument aucun esprit critique autour d'eux. Mais il n'a aucun intérêt pour ce qui se passe autour de lui. Hey, Pierre, quand on lit l'histoire, là, Narcisse, Narcisse, c'est un personnage mythique grec. Jeune homme, grande beauté, séduit par sa propre image reflétée dans l'eau d'une fontaine, mourut de ne pouvoir saisir cet autre lui-même dont il était follement devenu amoureux. Homme amoureux de lui-même, amour excessif de sa propre personne. Hey, Pierre, esprit critique, je veux dire, eux qui ne l'ont pas, là. Et tu deviens comment? Comment tu deviens narcissique? Est-ce que tu es fabriqué comme ça? Parce qu'on a reçu plusieurs courriels, dont celui de Richard, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'il nous envoie des courriels régulièrement. Ça l'interpelle. On partage nos existences avec des êtres au travail, un petit peu partout, qui sont narcissiques, qui n'en ont que pour eux. Comment tu fais pour vivre avec des êtres comme ça? C'est plein, et principalement dans les postes de responsabilité. Il y en a encore plus. C'est pas évident. Alors, on définit. Et c'est pas... t'as posé une question légitime, Janine, puis je pense pas que j'ai la réponse cet après-midi. On devient comment? On en arrive comment à être narcissique? Maudite bonne question. Là, il y a toute l'histoire de la participation de l'inné et de l'acquis. Oui. Peut-être qu'il y a certains types de tempéraments qui prédisposent davantage au narcissisme. Peut-être qu'il y a certains types de mères qui, de par leur éducation, leur prise en charge fallacieuse, provoquent plus le développement du soche. Écoute, c'est pas évident, là. Oui. D'abord, qu'est-ce que... Et Pierre, une autre, dans votre lignée, là, vous dites le type de tempérament, vous dites la mère pourrait peut-être fabriquer un enfant comme ça. Ou le père, là, quand je dis la mère, là, les parents. Mais un enfant qui a été négligé complètement, est-ce qu'il peut tout centrer sur lui-même puisque personne ne s'est intéressé à lui? La réponse à ça, c'est carrément oui. Ça pourrait être oui aussi. Ça pourrait. Vous avez trois hypothèses. Il y en a plusieurs. OK. Les surprotégés peuvent devenir extrêmement narcissiques. Oui. Les carencés peuvent devenir extrêmement narcissiques. N'importe qui peut devenir. C'est pas évident. Alors, c'est quoi le narcissisme qui est allé avec la mythologie? Maintenant, il va un peu plus avec le DSM, c'est-à-dire la classification officielle en psychiatrie. Ce qui dit, Pierre, que c'est une maladie? Non. Puisque c'est des symptômes? Non. Pourquoi ça se retrouve dans le DSM? Non, parce que c'est un type de personnalité. C'est un trouble de personnalité. C'est un trouble. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble. OK. C'est un trouble. OK, c'est à la limite. C'est un trouble troublant. Oui. On parle de sens exagéré de sa propre importance. Sens exagéré de sa propre... Tu sais, Mario Lemieux qui dit « Je suis un des meilleurs... » ou Wayne Gretzky, qui dit « Moi, j'appartiens à la classe des meilleurs joueurs de hockey au monde. » Oui. C'est pas du narcissisme, c'est un fait. Parce qu'il y a un rendement qui va avec. Ils le sont. Oui.
Tu comprends? Mario Lemieux, qui se considère comme une des plus grandes vedettes, ou Wayne Gretzky, qui a existé dans le hockey, ou Marc Messier, ils le sont. Bon. Comprends-tu? C'est pas un sens exagéré, c'est un sens réel. C'est un talent hors du commun. Oui. Puis que même lui observe sur lui-même. Bon. Maintenant, la suite, qui s'accompagne d'un égocentrisme et une préoccupation de sa propre personne extrême. Oups, là, on vient de rajouter quelque chose. Tu comprends? Oui. Sans exagérer de sa propre importance, qui s'accompagne d'un égocentrisme. C'est-à-dire là, ce serait un peu comme Mario Lemieux qui embarque sa glace et dit, écoute, et qui dit aux autres, là, vous allez tous m'envoyer la rondelle. Il y a juste moi. C'est moi qui va faire les buts. Je suis le meilleur, mais c'est moi qui va tout compter les buts. Oui. Tu comprends? Vous n'existez pas. Vous n'existez c'est moi. Vous êtes secondaire. OK. Il leur dit. Puis qui est préoccupé, puis il regarde à tous les jours, il regarde son score. Puis là, toi, là, tu m'as pas aidé hier, puis je t'aime pas, puis toi, la prochaine fois, là, hey, t'as besoin de faire ça parce que, tu sais, l'intimidation, les menaces, ça va assez loin. Les narcissiques, que ce soit un homme d'affaires, un joueur de hockey, une vedette. Il détient la vérité, est-ce que c'est un peu ça aussi? Ben oui, mais il y a que qui ont raison. Oui. Les capacités et la réalisation tendent à être surestimées de façon irréaliste. OK. Ils beurrent pas mal épais leur importance, là. Alors, capacité surestimée? Oui. Ils s'indignent. Sentiment de sa propre importance alterne souvent avec des sentiments d'indignation particulière. Ils deviennent facilement indignés. Bon. Oh, leur présence n'est pas soulignée. Tout le monde ne se lève pas lorsque Papou entre dans la salle. Tu comprends? Alors, après eux, le déluge? Oui. Mais c'est facile, alors, c'est facile du monde, de les repérer. C'est du monde qui se prennent pour d'autres. Tu sais, l'expression populaire, là, c'est du monde qui se prennent pour d'autres. Bon. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est bon et qui se pense bon. Tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui est bon et qui s'évalue à sa juste valeur. Non, c'est quelqu'un qui peut être bon, mais qui s'évalue comme étant excellent. Ou le seul à être bon, alors que ça n'est plein autour de lui. Alors, se prennent pour d'autres, puis ça, et là, ça, c'est fréquent. C'est fréquent dans les sports, chez les vedettes, les hommes d'affaires, les patrons, et ils aiment bien monter très vite. Ce sont des carriéristes, ils ont des plans de carrière, puis leur agent d'affaires, puis ils brassent de grosses affaires. Mais vous nous avez dit tantôt, docteur, que c'est un trouble. Ouais. C'est un trouble. Tout ça, se prendre pour un autre. Souvent, on va avoir des commentaires comme ça. Mais se prendre pour qui, là? Sais-tu pourquoi c'est un trouble? Parce qu'ils sont troublants pour l'entourage. Ouais. Et les relations, on dit dans le DSM, c'est pas moi qui l'invente, là. Les relations interpersonnelles sont toujours perturbées. Bon. Alors, on va retenir ça, et puis on se demande comment on vit avec des narcissiques dans notre entourage. Je vais donner des numéros de téléphone tout de suite. 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on peut avoir une quelqu'un narcissique au travail? Alors, les narcissiques, c'est notre sujet aujourd'hui. Et ce qui n'est pas facile, Janine, c'est que la ligne n'est pas évidente entre avoir le sens de sa valeur propre et être narcissique. J'ai été à même de constater à plusieurs reprises, dans plusieurs évaluations de psychologues et de psychiatres, concernant des personnes qui avaient été évaluées, qui se faisaient traiter de narcissiques par l'évaluateur. Oui. Dans bien des cas, je me suis demandé si ce n'était pas une projection d'un trait de caractère de l'évaluateur sur l'évalué. Pierre, je vous dis, dans un cas de milieu médical, dans des dossiers médicaux, là, quand quelqu'un est malade, est-ce qu'on peut dire qu'il peut avoir des couleurs de narcissisme dans son affaire? Quand tu sauves ta peau, là, et c'est interprété comme une personnalité narcissique, peux-tu ça? Je le vois. Il y a des psychologues et des psychiatres à Montréal qui ont le vocable très facile, et en général, c'est utilisé pour dénigrer quelqu'un, le diminuer ou le barbouiller un petit peu dans une évaluation. Mais entre nous, quand quelqu'un va consulter un psychologue ou un psychiatre, c'est pour ses problèmes. C'est pas pour les problèmes du voisin. Est-ce que c'est pas là que ça commence? Tu sais, tu dis, ça peut prendre une tangente. Dans plusieurs évaluations, par exemple pour la suite à des accidents, etc., on va dire de quelqu'un qu'il est narcissique dans le but de le discréditer dans sa démarche. Et il y a plusieurs psychologues et psychiatres qui malheureusement se livrent à ça. Mais quelqu'un qui est narcissique, Pierre, avec tout le monde qui va côtoyer, d'après ce que vous nous avez dit tantôt, là, il a la même attitude.
Oui. Bon, et il est pas capable d'entrer en relation avec les autres, c'est que son point qui est valable, c'est que sa personne qui est importante, alors c'est partout. Oui. Alors, un narcissique qui aurait de la compassion puis qui aiderait les autres, pas un vrai, là. Ben non. Il sauve sa peau s'il est sur un lit d'hôpital ou quand il y a un point à débattre. T'as raison. Une autre des caractéristiques du narcissique, c'est qu'il est très peu capable d'empathie, de se mettre à la place des autres pour comprendre les autres. Il n'est pas intéressé par cet exercice-là. Bon. Alors, je pense qu'on cerne le personnage, hein? Mm-hmm. Et on parle à Julie. Bonjour, Julie. Est-ce qu'on a la communication? Bon, un petit moment. Jacinthe? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour, Jacinthe. Bonjour. D'abord, avant de commencer à vous parler de mon affaire, j'aimerais avoir votre adresse de courriel. Janine, as-tu ça par cœur, toi? On a ça par cœur. Ah. Attendez, c'est KAC.com, puis les noms avant, je suis pas certaine. C'est KAC.com? Qu'est-ce que c'est dans notre site ici? Je ne sais pas par cœur. Vous ne savez pas? C'est ça, puis vous envoyez ça à Pierre ou à moi ou... OK. Je pense que ça va se rendre comme ça. Non, bon. OK. Bon, moi, j'aurais un exemple, mais moi, je dirais qu'un égocentrisme, c'est aussi un narcissisme. Ouais, ben ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens, hein? Oui, exactement. Parce que moi, j'ai une copine de travail. Ce qui arrive, c'est qu'elle, on travaille, on est 3 ou 4 bonnes femmes, là, on travaille dans la même pièce, on a droit à la radio. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'elle, là, tant qu'elle est année de radio, là, ou ben non, quand elle entend une musique qu'elle aime pas, là, c'est comme si elle serait complètement toute seule, là, les autres sont pas à part, elle ferme le radio sans demander à personne, là, ils veulent continuer à l'écouter. Ouais, ben, ce qui arrive, c'est que ça peut être un être mal dégrossi. Ne pas confondre entre quelqu'un qui est mal éduqué et quelqu'un qui est profondément narcissique. Oui. Ça peut être une personne qui est mal éduquée, tout simplement, ou qui est pas bien brillante. Qui est pas sensible aux autres. C'est pour ça que je vous dis, il y a des psychologues et des psychiatres qui abusent de ce vocable, de ce diagnostic-là. OK. Ils barbouillent à peu près tout le monde, là. Je vois ça tellement souvent dans des rapports d'expertise que je suis rendu gêné. OK. Tout le monde ne peut pas être narcissique quand même, là. Non. Même si vous maintenez qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup surtout chez les intervenants, pas chez les évalués. OK. Ben, moi, c'est ça, je l'ai qualifié d'égocentrique. Je trouvais ça égocentrique, cette attitude-là. Là. Ben, est-ce qu'elle est égocentrique ou épaisse? Dans d'autres circonstances, est-ce que c'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine éducation ou c'est une mal engueulée, une mal éduquée? Pas directement, je dirais pas mal engueulée, là, parce que c'est ça, elle parle très bien, elle a des beaux petits mots à la mode, puis elle tourne bien, là, tu sais, parce que moi, ben, je suis une personne bien directe. Oui, là, oui. Puis je parle un peu comme je marche, là, tu sais. Oui. Mais elle, c'est des beaux petits mots, des belles petites expressions gnagnan, là, tu sais, comme faire l'amour de tata, là. Puis c'est ça. Elle est appréciée plus que moi parce qu'elle a des beaux petits mots à mode, mais dans le fond, là tu sais, elle est comme mal dégrossie, comme vous dites, parce que si le radio est ouvert et elle est écœurée de l'entendre, elle arrive vraiment, elle nous forme ça dans la face. C'est ça. Il faudrait voir si son manque d'égard est fréquent ou survient uniquement dans certaines circonstances. Ah, c'est fréquent. C'est très fréquent. C'est fréquent? Oui. Et un peu avec tout le monde? Un peu avec tout le monde qu'elle considère sous elle? Hein? Un peu avec tout le monde qu'elle ne veut pas manipuler ou que... Bon, ben disons, c'est un genre contrôlante, là, tu sais. Ouais. Elle, gars, juste pour te donner un exemple, tu sais, elle me dit à un moment donné, bon, que son gars, depuis qu'il était au monde, elle avait de la misère avec. Au début, ben, je la connaissais pas beaucoup, je savais pas pourquoi, là, oui. Mais là, je la connais un peu plus, là. Puis il m'a dit de quoi, elle me disait qu'à 2 ans, elle disait que bien entendu, elle disait pas que ça dépendait d'elle, là. Elle était pas pour le dire. Elle disait, il a tout été comme ça à 2 ans, il se roulait à terre, puis il regrettait de s'être réincarné, puis... Pardon? Je pensais en moi-même, c'est plutôt une belle excuse, ça, pour cacher tes lagunes, là, si je parle de quoi. L'enfant regrettait de s'être réincarné? Ben oui, elle dit, il voulait pas vivre, puis il regrette de s'être réincarné, puis ben là, je pense que votre amie, là, votre copine de travail, là, je pense que la craque est peut-être plus grosse que celle à laquelle vous faites allusion, là. Pardon? Non, la craque dans la boîte à poux, là, est peut-être un petit peu plus grosse que... J'ai l'impression qu'elle a des problèmes. Oh boy, on vole pas haut, hein? Je te dis qu'à l'occasion au Québec, ça vole pas haut. Puis pourtant,
elle dit qu'avec son père, ils sont séparés. Avec son père, le petit gars, il fonctionne très bien. C'est juste avec elle qu'il est de même, il veut rien savoir d'elle. Ça se peut qu'elle ait des problèmes de personnalité importants, puis peut-être même plus, là. Oui, je la soupçonne d'être un tantinet borderline. Ouais, c'est... On a une catégorie voisine, ça, hein, Pierre? C'est encore pire que le borderline, ben moi, je sais un peu qu'est-ce que c'est. J'avais mon père qui était pas mal borderline, puis sa sœur qui restait chez nous, qui a été enragée, là. Oui. Ben, elle restait chez nous, puis des tempéraments vraiment pas endurables. Oui. Ouais. Elle, ce serait pas ça. Alors, les personnalités, vous avez raison, les personnalités narcissiques sont difficiles à endurer parce qu'ils sont très désagréables, étant trop centrés sur eux-mêmes. Tu sais, je me moi. Et c'est plein. Des je me moi, il y en a rien qu'en masse. Ils peuvent devenir contrôlants, Pierre? Ben, ça pourrait? Oui. Ça va avec le paquet, là. Tu te fous des autres, donc tu peux vouloir les écraser, les faire obéir à tes moindres désirs. Oui, ça peut aller jusque-là. C'est ça, il y a un égocentrisme très présent, puis au quotidien, puis avec beaucoup de monde. Il n'y a pas à dire, elle est la dernière rentrée où je suis, là, dans l'ancienneté, là, puis ça veut tout bosser. Oui, c'est elle qui rend tout. Moi, ben, je suis pas un tempérament pour me laisser bosser de même. Ça fait que là, ça fait des flammes. Imaginez-vous. Est-ce qu'elle est si talentueuse que ça? Parce qu'il faut toujours faire attention avec des individus qui ont été menottés, comme dirait notre ami Kovalev, qui ont été réprimés et bien menottés et qui pourraient être très talentueux. Versus des individus qui ont un talent assez ordinaire, merci, mais qui essaient de fonctionner au-delà de leur talent. Ouais, je dirais que c'est plutôt ça. C'est une personne vraiment ordinaire, là. Et donc, ils tassent plus fort, les autres, peut-être, à ce moment-là. Oui. Ouais. Mais elle aime bien contrôler. Excellent, Jacinthe. Alors, je vous remercie. Merci à vous. Alors, on parle des narcissiques aujourd'hui. Ils existent, on en côtoie. Comment on survit à ces gens-là? Est-ce qu'il reste encore d'oxygène pour chacun de nous à respirer après leur passage? 00224 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que vous côtoyez des gens qui sont narcissiques? Est-ce qu'il reste de l'air après? Tu sais, tout est centré, vous dites, ils se prennent pour d'autres, etc. Vous avez tout décrit. Alors, on va tout de suite à Paul. On va voir si Paul a une expérience à partager avec nous. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour tous les deux. Oui, bonjour. C'est ça, c'est parce que moi j'ai déjà travaillé avec une perfectionniste, entre autres. C'est une bonne femme, perfectionniste. Parmi les 11 mécanismes de défense, lequel, là je parle sur le plan théorique, lequel les perfectionnistes utilisent le plus? Parce que je sais que les perfectionnistes, ils font des pressions à répétition. Je sais pas pourquoi, là. Non, pas nécessairement. Qui vous a dit ça que... Non, ça peut varier beaucoup. À ce que je sache, je pense pas qu'on ait octroyé des mécanismes de défense à des types de traits de caractère, non. Et, dépendamment de leur brio intellectuel, dépendamment de leur éducation, dépendamment de leur niveau de maturation ou de maturité, elles peuvent utiliser différents. Il y a des perfectionnistes qui peuvent être très altruistes et il y a d'autres perfectionnistes qui peuvent utiliser à outrance des mécanismes de projection qui est un mécanisme beaucoup plus primaire. OK. Parmi les 11 mécanismes de défense, 12 ou 11, je sais pas. Il y en a plusieurs. Impulsion, je sais pas trop quoi, la projection. Lequel qui est les perfectionnistes ou ceux qui sont imbus de soi-même. Imbu, ça veut dire qu'ils sont... Il y a un phénomène, il y a un mécanisme très primaire qu'ils utilisent de façon outrancière, c'est la négation, le déni. OK. Tu sais, on pourrait en mettre un, là, et ils vont facilement projeter. J'ai l'impression que ce monde-là, les narcissiques, c'est très primitif, là. C'est l'altruisme, les grands... Ils peuvent, non, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire. Ils peuvent intellectualiser en maudit. Ils peuvent vous servir des savantes intellectualisations ou des savantes rationalisations. Bon, OK, ce que là, ils font pas des dépressions à répétition parce que... Non, ils en font faire aux autres. Pas les narcissiques, c'est ça. Ils en font faire aux autres. OK. C'est ça, ils perturbent l'entourage. Et c'est ça que même on le reconnaît dans mon bouquin, les relations interpersonnelles sont toujours perturbées. Ça, ils savent. Ils n'ont pas d'amis. Il y a juste eux qui ont raison. Oui. Bon, puis quand Paul nous parle de perfectionnisme, il peut y avoir un lien entre le narcissique et le perfectionnisme. Ces méthodes sont les meilleures. Et leurs amis, leurs pseudo, ils sont
qui me vient à l'esprit, là, qui va être assez insulté. Leurs pseudo-amis oui. sont des gens qui sont intéressés. Oui, par l'argent. Souvent, ça va être des hommes d'affaires qui réussissent bien. Ouais. Ceux qui sont des pédants. Ils sont entourés d'amis au golf. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Oui. Mais ils sont entourés d'amis tant qu'ils ont de l'argent. Ou pour obtenir des faveurs financières. Oui. Je parle des Français puis des gens de d'autres cultures. C'était pas une situation enviable, c'était un moins que rien en quelque sorte. Comment dire? Ouais, t'en as un peu des éléments culturels. Là. Dans certaines cultures, on valorise plus la réalisation financière que dans d'autres. OK. T'sais, en Afrique, c'est pas tout à fait comme aux États-Unis. L'Afrique, c'est le système tribaliste qui est ouais. Le système tribal qui je peux pas... ouais, vous prenez par exemple en Irak. En Irak, écoute, les réalisations personnelles, là, c'est pas tout à fait comme aux États, tu sais. Aux États, c'est l'individualiste qui est le self-made man et non le loser. C'est tout ça? Ouais. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec le narcissisme, là. Le narcissique, là, c'est un qui a une opinion inflationné, trop grosse de lui-même, qui ne correspond pas à ce qu'il est. Trop. C'est pas... Quelqu'un peut être bon, puis il sait qu'il est bon, puis il pense qu'il est bon, puis il fonctionne. Ça, c'est correct. Quand tu dis un homme amoureux de lui-même, les autres ont pas de place, là. Amour exclusif de sa propre personne. C'est une relation morbide de soi-même ou quoi? C'est plus le sens exagéré de sa propre importance. OK. Tu sais, je veux bien que tu sois important si tu as un poste important, là, mais reviens-en aussi. Exemple, savez-vous, je vais vous situer, un médecin. Ça arrive, ça, parfois, chez des médecins ou des policiers. OK. OK, qui ont des fonctions importantes. Alors, quand il entre chez lui, il ne tolérera pas que sa gonzesse lui dise de sortir les vidanges. À ce seigneur. À son seigneur. Oui. Oui. OK. Ça vous donne ça une idée, là? Et on trouve ça souvent chez des avocats, des juges, des médecins, des professionnels. Mais tu te sens des comment quand tu côtoies un narcissique, Pierre, tu te sens moins que rien. Ben, et lui, ils te font sentir comme ça. Oui. À la longue. Si tu les côtoies trop longtemps, ça peut être très dommageable. Alors, il va facilement te corriger sur tes bonnes manières. Chez les gonzesses, c'est plus difficile un petit peu. Chez les hommes, c'est assez évident. Un homme narcissique, une femme narcissique, c'est plus difficile. Parce qu'il y a toute la séduction, il y a l'habillement. C'est pas aussi facile à démêler. Être imbu de soi-même, ça veut dire être pédant, un snobisme ahurissant ou quelque chose semblable. Oui, ben c'est dans cette... Ça dépend de ce que vous voulez dire par imbu de lui-même. Mais je reviens à un mot qui est plus facile à comprendre. Ouais. C'est le sens exagéré de sa propre importance. Ça, je l'aime. Okay. Les autres sont pas importants. Oui. Les autres valorisent. C'est comme moi. C'est bien, Paul? Oui, allez, bye. Merci bien. Merci à vous. On va maintenant au propos de France. Bonjour, France. France, vous êtes là. On parle à Sophie. Bon, Sophie? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Oui, je suis assez nerveuse. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est parce que j'avais une question un petit peu particulière, qui avait rapport, évidemment, avec les narcissiques. Je crois que c'est un peu... j'ai pas de prétention à être psychologue ou psychiatre, mais je crois que c'est un peu relié à au manipulateur aussi, probablement, une personnalité manipulatrice, mais j'ai vécu pendant 17 ans, en fait 15 ans, mais 17 ans en tout, là. La merde après, là, on se sent vraiment super diminué. Mais j'ai eu un petit garçon avec cet homme-là, et je me demandais, dans le fond, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais savoir justement jusqu'à quel point il va jouer avec la tête de mon fils aussi, il va pouvoir le diminuer puis le rabaisser. C'est ma plus grande crainte. Très bonne question. Crainte légitime. C'est pourquoi croyez-vous que je répète à tout vent aux femmes, soyez prudentes lorsque vient le temps de vous accoupler et surtout de faire un bébé. Moi, je me sens très coupable de ça. Et si vous saviez, dans notre culture au Québec, les femmes font des bébés, se font engrosser par Tidjou ou n'importe qui. Ça va mal par la suite, ça n'a pas de bon sens. Beaucoup s'illusionnent que ça va changer. Non, j'avais pas l'impression que vraiment pas. J'étais complètement dans un nuage. C'est un homme éduqué, il a un doctorat, très intelligent, extrêmement. Non, mais c'est vrai là. Puis moi aussi, j'ai un doctorat aussi. C'est ça qui est le pire.
c'est plutôt vers la fin que je m'en rendais compte. Quand je dis vers la fin de notre relation, quand il est parti, je me rendais compte qu'il me mentait sur tout, puis qu'il me traitait comme de la merde, là, vraiment, depuis des années. Et puis, c'est vraiment, petit à petit, c'est insidieux. C'était pas un drogué, c'était pas un alcoolique. Il m'a jamais frappé. Il me traitait même pas. C'était subtil, ces insultes. C'était jamais grosse vache, là. C'était pas ça, là. C'était plutôt comme, oh, mais tu sais pas comment faire ça, toi. Oh, mais toi, puis ton sens de l'orientation, tu vas te perdre, je vais aller à ta place, là. Puis, du poison. me rabaisser constamment, là. Mais c'était très subtil, là, comme. Discrédité. Oui, discrédité, exactement. Délégitimé, discrédité. Ben oui, parce que là, on s'adresse à un narcissique de haute sphère. Ah oui. C'est ça, Pierre, quand on parle de pervers narcissique, ça se rapprocherait-tu un petit peu de ce que vous soulevez? Ça peut être ce genre de situation-là. Il y a une perversion, jusqu'à un certain point. Il y a une perversion. Oui. C'est pas nécessairement qu'il y a une perversion, Janine, mais c'est que c'est un brillant. C'est un 140 de quotient intellectuel qui est narcissique. Oui. Alors, c'est pas du tout la même chose que notre petit coune, là, de 82 de quotient intellectuel qui lui aussi est narcissique. Tu comprends? Non, ça va pas se traduire de la même façon. Non. Ouais. C'était mieux d'être armé pour débusquer le premier, par exemple. Non, Sophie, ça prend combien d'années avant de... Moi, ben, c'est ça, c'est vers la fin de la relation. Je veux dire, vraiment, je commençais à avoir des doutes vers la fin. Ça a pris à peu près 15 ans pour moi, mais j'imagine que ça peut prendre des temps variés, dépendant les symptômes. Et il était très séducteur. Comme là, on n'est plus ensemble, mais... Attendez un peu, il était très séducteur. Parlez-nous de son... Qu'est-ce que vous voulez dire? Charmant, un peu comme, j'aurais tendance à dire aussi pourquoi je suis restée si longtemps. Donnez-nous des exemples. D'accord. Oui. Mon Dieu. Comment procédait-il pour vous séduire? Tout à fait. Me donner sa propre importance. Qu'à un moment donné, avec son boulot ou avec son père, bon, ben, il y avait des faveurs, comme des billets gratuits pour tel ou tel spectacle. Puis là, il faisait son important. Regarde, on va aller au Grand Prix. Ou regarde, on va aller ici. Ou regarde, on va faire ça. Oui. Donc, il me faisait sentir, mon Dieu, je fais partie de la crème parce que je suis avec lui, là. Oui. C'est un peu ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'il exigeait en retour? Mon Dieu, tout, que la maison soit impeccable, que, même si je travaillais quand même une trentaine d'heures à l'extérieur, je ne lui fasse aucune remarque s'il rentrait à 3 heures du matin, même s'il me dit, je vais rentrer vers 10 heures le soir. Je m'inquiétais légitimement à 3 heures, j'étais jamais, je le questionnais pas, je pensais pas, le pire c'est que je pensais même pas, j'étais assez bête, pas penser qu'il me trompait, j'étais juste comme, de toute façon, ça me regarde pas comme vous dites souvent, mais c'est juste que j'étais inquiète. Puis si j'avais le malheur de m'être levée puis de l'attendre, t'es comme, Martin, t'es où, là? Et là, c'était l'engueulade totale, puis il me faisait sentir vraiment comme, j'avais pas le droit de m'estimer dans sa vie privée, puis que j'avais même pas le droit, un autre exemple, j'avais même pas le droit, par exemple, une fois par erreur, j'ai ouvert, vous savez, les lettres publicitaires qu'on peut recevoir pour avoir des cartes de crédit. Oui. J'avais reçu la même que lui. J'ai ouvert la sienne par erreur, OK? Puis la mienne n'était pas ouverte, pensant l'engueulade. Mais l'engueulade, comme quoi je m'insimais dans sa vie privée, puis que j'étais une mauvaise épouse. Il jouait beaucoup sur la culpabilité. Il était très bon pour la culpabilité. Est-ce qu'il était narcissique ou s'il était paranoïde, le gars? Je crois qu'il peut-être, je sais pas, je suis pas ça sent paranoïa, ça, là. Mais il est très... Non, mais par moment, c'était ça. Je crois que c'était plus pour protéger, justement, toutes ces magouilles, parce qu'il est toujours... Il peut pas s'empêcher de mentir presque tout le temps sur presque... Non, il était impliqué dans quoi, lui, ce type-là? Pardon, Il était impliqué dans quoi? Dans quoi? Ben c'est sûr qu'il a travaillé. Il y a un doctorat en sciences, je sais pas trop là. Donc, et puis il était impliqué dans le domaine culturel, là, dans le fond là. C'est ça. Vous savez, Sophie, les êtres humains, c'est peut-être ça la leçon à retirer cet après-midi, Janine, c'est que il n'est pas facile de cataloguer les êtres humains. Non. Et j'aimerais ça que les là que, à l'heure actuelle, c'est la première chose qu'ils vont garrocher dans les rapports d'à peu près n'importe qui après une demi-heure, 1 heure de connaissance de l'autre. C'est comme à la mode, là. Les diagnostics de troubles de personnalité, ça prend des dizaines d'heures d'écoute de quelqu'un qui veut bien se livrer avant d'en arriver à ça. Et ce que je déplore, moi, c'est qu'on utilise ce genre de diagnostic-là pour discréditer quelqu'un puis l'abaisser. Ça, c'est vraiment triste. Mais Pierre, si on reprend les propos de Sophie, elle dit, j'ai vécu 15 ans avec lui. Elle peut dire peut-être qu'il y avait des grosses couleurs de narcissisme. Bon, il était narcissique.
mais sans étiqueter, mais quand ça fait 15 ans, tu dois commencer à avoir certaines bonnes pistes. Oui, mais c'est pas facile de poser ce diagnostic-là versus... Le gars, écoute, il y avait des bizarres de réactions à l'occasion. Oui. Il y avait des mouches, en tout cas. Et sur son petit garçon, vous dites à Sophie, là, juste avant de se laisser, faire attention à l'impact du père sur le fils. Elle s'est accouplée avec, qu'est-ce que je te dis? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Oui, Pierre. Oui. Peut-être ajouter ceci. En plus de ce qu'on disait, les relations interpersonnelles sont toujours perturbées. Alors, c'est des individus qui vont vivre très difficilement l'intimité. Les relations vont être de très courte durée, manque d'empathie, et s'ils vivent avec quelqu'un de façon prolongée, ça va être au dépend de l'autre. L'autre va nécessairement en souffrir beaucoup. On parle aussi de préoccupation concernant le soin de leur préoccupation exagérée, concernant le soin de leur personne, un désir de rester jeune, un sentiment d'envie très intense. Ce sont des envieux. Oui. Intense et durable vis-à-vis des autres. Alors, ils envient les autres dès que quelqu'un a quelque chose. Alors, je dis au pauvre auditeur qui m'a envoyé une lettre de bêtises me disant que j'avais été très réticent à vouloir traiter du sujet parce que j'en étais un, je vais le désappointer, ce cher auditeur. Je fais narcissique, mais pas du tout. Et je vous dis... Alors, trouve-moi d'autres bébites, l'ami. Ce que vous venez de nous dire, là, c'est que c'est quasi impossible. D'aller vivre avec une autre personne, s'il n'est en adoration que par lui, que par lui-même. Il a besoin de sexe, il a besoin d'un trou pour se vider. L'hygiène sexuelle, Janine. Et une femme narcissique? Une femme narcissique... Ça se présente pas de la même façon? Elle, ça va être c'est pour se faire voir. Alors, ce sont des individus qui aiment énormément se faire voir. Ils sont de toutes les rencontres sociales. Mais ils ne donnent rien. Réellement, ils ne donnent rien. Pour se faire voir. Alors, pour voir des narcissiques, va-t'en dans n'importe quelle réunion mondaine, là, puis regarde le monde. Tu vas voir, là, c'est plein. Mais à différents degrés, Pierre. Ça, vous l'avez dit. Pardon? À différents degrés. Il y en a qui sont très, très, très narcissiques. Voilà. D'autres, ben, ça se tolère. Oui. La tendance est là, mais bon, c'est vivable. On parle à Guy. Oui, bonjour. Bonjour, Guy. Bonjour, Pierre. Ben, vous n'êtes pas narcissique, vous êtes mégalomane un peu, là. Ça se peut, mais pas narcissique. Ouais, c'est vrai. Ben, si tu dis qu'une femme, c'est une grosse chienne, t'es quoi? T'es comment? Ben non, ça peut, c'est vrai. Ouais? C'est une insulte. OK. Mais si, mettons, moi, je dis que vos auditeurs, c'est tous des moins que rien. Je suis-tu un bon fanfaron, moi? Écoute. Oui? Tu peux être un comique. Un comique? Puis vous, quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez mangé des volets? Ah, à certaines occasions, oui. Monsieur Pierre, oui. Avouez que dans votre jeunesse, vous avez sûrement été un moins que rien. Non. Oui, monsieur. Ben non. Ben oui, là. Aujourd'hui, vous pensez le tout-puissant, là, vous me parlez à des nuls. Vous savez qu'en fait, vous êtes un nul. Bon. Puis? Oh, laisse-la un peu. Oui. Oui. Vous êtes un nul. Oui, vous parlez des nuls constamment, là, puis vous pensez quelqu'un d'élevé. Ben, c'est des moins que rien. Puis quand quelqu'un qui parle qui est élevé, ben là, vous êtes un moins que rien. Ça va bien, là? Oui. Bon. Puis là, vous conseillez des nuls tout le temps sur le bien-être social, sur le chômage, qui font moins de 10 000 par année, là. Vous, ils vivent dans la marde, puis ils vous appellent, puis ils pensent que vous êtes un bon garçonnet. Guy, je pense que vous n'êtes pas en bonne tribune. Comment ça? Vous êtes trompé de place. Ben non, moi, je veux faire un bon show, puis éduquer les gens un peu. Oh, ouais. Ben oui. Allez, bye. Bonne bière. Bon, alors, Pierre. Elle a fumé du bon. Tu te trompes de tribune en plus. Bon. Ben non, on parle pas des... Un exutoire. Bon. La blessure narcissique. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, Pierre? La blessure narcissique. C'est un livre de psychologie populaire. On parle de la blessure narcissique. La blessure de l'enfant qui est de nature narcissique? Ben non. Non, qu'est-ce que c'est ça? L'enfant n'est pas de nature narcissique, l'enfant est démuni. Alors d'où ça vient cette espèce de notion de blessure narcissique? L'enfant a besoin beaucoup d'adultes parce que le petit être humain est démuni. Oui. Alors c'est comme chez les ours. Écoute, chez les ours, ça prend beaucoup de temps avant que le petit ourson ait une autonomie.
Il reste, écoute, pendant l'hibernation de sa mère, il reste dans le poêle accroché à tétine, un peu comme le petit kangourou. Ça prend un bout de temps, là, alors que chez les chiens, les chats, quelques semaines à peine, ou chez les oiseaux, en quelques semaines, ils se développent beaucoup. Tandis que chez les oursons, par exemple, ça prend un joli bout de temps. Ils sont très dépendants de la mamelle et ensuite de la mère. Donc leurs besoins, oui. C'est ça, ils sont centrés sur leurs besoins. Ben là, ils sont pas centrés, c'est comme ça, la nature. Tu sais, on prête des intentions à la nature. Mais ça revient à l'exemple du grand malade sur un lit d'hôpital. Ben oui, c'est centré sur... Il a mal, il est envahi par sa douleur. Ben oui. On le traite de narcissique. Il n'est pas narcissique. Il n'est pas narcissique, c'est ça. L'enfant est pas narcissique. C'est quoi, on prête... Il y a un langage, ce langage-là, je le dis, est souvent utilisé pour des fins de discrédit ou de dénigrement. Oui. Pas autonome. Et narcissique, celui qui pourrait être autonome et ne l'est pas. Et narcissique, celui qui pourrait être mature et ne l'est pas. Il y a vraiment une révision à faire au niveau de ce genre d'épithète-là. Oui. Je t'assure qu'en psychologie, on aurait avantage à reviser ces postes-là, à mon humble avis. Bon, alors, si vous vivez proche de quelqu'un qui est narcissique, comment vous arrivez à survivre? Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. On n'est pas narcissique qui veut, puis quand on a affaire à un vrai narcissique, Pierre, comment tu arrives à le confronter? Comment tu le confrontes? Jamais tu pourras faire une brèche? Ah, c'est très difficile parce que, il y a un auditeur qui écrivait ça, c'est que les individus qui sont narcissiques font souffrir leur entourage, mais ne souffrent pas. C'est très égo-syntone leur affaire, ça fait partie d'eux, et ils sont généralement très bien comme ça. Ils ne souffrent pas de ce qu'ils infligent aux autres. Pardon? Ils ne souffrent pas de ce qu'ils infligent aux autres. Non, ils vont facilement projeter les autres qui ont tort, alors le tort est toujours projeté sur l'autre. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident. Et d'essayer de confronter quelqu'un qui est narcissique, c'est presque peine perdue. C'est pas quelque chose que je fais, en tout cas. Je m'amuse pas à ça. Parce que ces individus-là consultent très peu parce qu'ils sont très, très, très bons, très, très, très bien, très, très intelligents, etc. C'est le problème. Alors qu'ils ne sont pas tant que ça. C'est important de comprendre ça. L'importance, le sens exagéré de sa propre importance. Tu comprends? Oui. C'est pas que Mario Lemieux est convaincu qu'il est un des meilleurs joueurs de l'histoire du hockey. De sa propre importance. Ça, c'est avoir le sens de sa valeur personnelle. C'est ça, mais il s'évalue correctement. Suivant le rendement, c'est public, c'est su. Oui. Il y a un rendement, c'est prouvé. Et c'est ce qui arrive souvent. Souvent, on voit ça. Il s'agit qu'il y ait 3-4 narcissiques dans une équipe de hockey. L'équipe est faite. Parce que ces joueurs-là sont constamment en train de se surévaluer, d'exagérer leur importance au sein de l'équipe pour avoir un plus gros salaire à la fin de l'année. C'est comme ça que tu fous le bordel dans une équipe de hockey. T'en pognes 3 sur 20, là, t'es faite. La saison est terminée. Ils vont jusqu'à saper le triomphe des autres. Oui. Ils l'approprient. Oui. Tout ça, oui, ça découle. Tu sais, on prend l'exemple d'une équipe de hockey parce qu'on a ça sous les yeux, mais dans une entreprise, c'est la même chose. Alors, on va à Serge. Bonjour, Serge. Bonjour. Oui, bonjour Serge. Bonjour, Doc Mailloux. Moi, j'ai marié une épouse qui était très calme en apparence, très sociable, une femme fidèle. Quelqu'un essayait de la flirter, là, elle inventait des chicanes pour rien. Un store brisait, elle te cassait sur le sofa, elle le lançait par la fenêtre, etc. Oh là là. Puis là, elle faisait des grosses chicanes. Puis à un moment donné, ça allait loin, là, c'est des meubles, des lampes par volet, etc. Puis à un moment donné, elle cognait dans la chambre, elle disait « je te pardonne », puis elle voulait faire l'amour. Et puis, dans l'amour, il n'y avait rien de sadique ou de macho, etc., là, de sado-macho, il n'y avait rien de ça, c'était bien normal, là. Mais elle, il fallait une chicane avant de faire l'amour. Oui. Et puis, j'avais... un conflit inconscient bien enfoui. Ah, mais je pense qu'une fois, j'avais mis à Lost Story, j'ai écouté, là, il y avait l'histoire des 2 jumelles, là. Oui. Puis ils avaient dit un conflit non résolu avec sa mère. Oui, ou avec le père. Non, c'était avec la mère, elle détestait la mère. OK, dans votre cas, là,
Dans votre cas, l'épouse dont vous nous parlez, c'était ça? Oui, elle détestait sa mère. Mais Doc Mayou parlait des deux jumelles. Il y en avait une qui était à l'extérieur. Une, c'était Mélanie, là. Oui. Et puis une fois, je pense que, en tout cas, celui du Lac-Saint-Jean avait félicité une pour... la sauce de spaghetti. C'est ça. Puis vous avez dit, elle est allergique à la montée. Oui. Et puis, il y avait une jumelle, mais moi aussi, mon ex-épouse, c'était une jumelle. Alors, à ce moment-là, vous avez donné la réponse. Puis dans la semaine, il y a quelqu'un qui vous avait appelé, qui avait dit que c'était plein de monde au Québec qui mariait des pas bons. Et puis la jumelle avait marié un pas bon. Fait qu'il y avait eu deux réactions contraires. Une qui avait marié un pas bon, puis l'autre était allergique à la bonté. Mais maintenant, elle m'a donné... aussi, c'était une épouse qui changeait constamment d'idée. On disait, on va aller à Québec, là. Elle a crashé au téléphone, elle a dit, oui, on va être là la semaine prochaine. Mais toute la semaine, elle disait, non, il va pas, oublie pas, il va pas. Puis à un moment donné, je suis dans l'escalier, je suis pour partir, puis là, elle a dit, mais tu m'invites pas. Contradictoire tout le temps. Pardon? C'était contradictoire ce qu'elle vous disait. Oui, mais je sais pas si c'est un genre qu'elle voulait une victoire ou elle voulait contrôler. Et puis j'avais parlé à un psychiatre de ça. Puis le psychiatre m'avait dit que c'était une personnalité narcissique. Non. Le psychiatre a manqué de maudite belle chance de faire preuve de maturité professionnelle. C'est quoi la réponse? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de diagnostic? Non. Voyez-vous, là, le psychiatre a fait exactement, Janine et Serge, ce que je reproche aux psychologues et aux psychiatres dans leur maudit rapport d'expertise. Oui. C'est un diagnostic très difficile à faire, celui qui est de trouble de personnalité. Oui. Parce que, dans le cas de votre conjointe, il pourrait tout autant s'agir d'une personne qui a été très traumatisée dans son jeune âge. Et puis, il y avait un garçon qui était plus âgé que les jumelles. Et puis, il abusait à deux. Quand il arrivait à leur mère, puis il disait que... Vous savez, Serge, le psychiatre, là, il était pas fort au point de vue clinique, votre chum. Parce que vous avez mentionné quelque chose qui est très interpellant. Elle avait besoin de colère, d'une scène, de chicane, avant d'être excitée sexuellement. Bon. Écoutez, ça n'a rien à voir avec une personnalité narcissique, ça, là. Ça en sert à quoi? Ben, écoutez, ça pourrait être compatible avec quelqu'un qui a été sévèrement traumatisé par des choses importantes. OK. Puis la tension, Pierre, ça pourrait s'expliquer comme ça, est-elle, en raison de ce que vous dites, ça relâche pour qu'elle puisse aller vers une relation pour répondre sexuelle? Adéquatement à cette question-là, parce que c'est une question qui est très légitime, il faudrait entreprendre une psychothérapie, puis ça pourrait prendre 2-3 ans avant de pouvoir répondre comme il faut à cette question-là que vous posez. Puis quand j'y parlais du flirt, là, ben, à un moment donné, j'ai dit, Napoléon, il a dit que dans l'amour, la victoire est dans la fuite. Mais il dit justement, Napoléon a marié une narcissique, Joséphine. Ouais, ça, je ne sais pas. Mais regardez, non, mais il me dit votre compagne, oui. Il me dit aussi, le flirt, là, pour elle, c'est du petit sentiment. C'est une personne narcissique parce qu'elle, il faut des grosses émotions. Non, ça n'a rien à voir avec le narcissisme. Là. Vous êtes, votre chum psychiatre, là, c'est pas mon chum, là, je l'écoute. Il l'a payé, hein, pour avoir son opinion. C'est ça, Serge? C'est un psychiatre, là, dont vous parlez? Oui. Oui, c'est ça. Moi, il est décédé, là. Non, mais que vous avez consulté ou que vous avez rencontré socialement? Non, je l'ai consulté, c'est-à-dire j'avais besoin d'un rapport de psychosocial d'expertise pour la cour parce que j'ai eu une... attendez un peu. Est-ce que lui avait évalué votre conjoint? Non. Et il vous a fait un diagnostic de... Non, j'ai demandé de m'expliquer ce comportement-là. J'ai toujours trouvé ça... Et lui a répondu par un diagnostic. Oui, mais c'est pas... j'ai juste dit ça, de dire qu'avant l'amour, là, il faudrait qu'il invente une chicane. Serge, vous confirmez ce que je déplore. Les psychiatres et psychologues utilisent ce vocable-là pour dénigrer les personnes. Et souvent, c'est eux-mêmes qui ont ce problème-là. Le comportement que vous rapportez concernant votre conjointe a rien à voir avec le trouble narcissique. Non. Rien. Là, j'ai marqué ce que m'avait dit. Là, alors, ce que vous dites, vous, là, c'est qu'elle ne tolérait pas, elle n'acceptait pas d'être flirtée. OK? Non, ça et pour déclencher l'excitation sexuelle, ça prenait une chicane ou une querelle. Oui. On est dans le gros trauma psychologique, là, important. On n'est pas dans le trouble de personnalité narcissique du tout.
OK. Puis ça, vous dites que ça prendrait 2-3 ans. Pour répondre, pour comprendre, pour répondre à la question de Janine, comment expliquer ça exactement en rapport avec les événements traumatiques qu'elle aurait vécus, c'est 2-3 ans. Et ça veut dire qu'il y avait des changements d'humeur? Non, rien à voir, oubliez ça. Non? Okay. Oubliez ça. Okay. Vous êtes encore avec cette femme-là, Serge? Ah non, on a eu un divorce et puis le psychiatre m'avait dit que tant qu'elle sera loin de ma vie, ça sera tant mieux, là. Ça vous rendait malade? Hein? Vous, ça vous rendait instable? Vous étiez plus capable? C'est ça? C'est parce que quand on a divorcé, elle portait à peu près 12-13 plaintes au criminel. J'étais acquitté à chaque fois. Elle l'a jamais lâché. Elle a même mis un contrat sur ma tête de me faire tuer. Non, on est dans d'autres choses, là, Serge. Bon, est-ce que c'était une personne d'intelligence raisonnable? Oui, elle était très intelligente. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? En premier, elle était secrétaire, mais après ça, elle a fait son bac en traduction. Oui, c'est une personne là, elle m'en est, a commencé son bac en droit. Je ne sais pas si... Vous savez, Serge, lorsque vient le temps de comprendre l'être humain, il y a des psychologues et des psychiatres qui vont vite, pas à peu près. Ouais. Lorsque vient le temps d'établir des diagnostics, surtout dans l'importance du trouble narcissique. C'est un trouble de personnalité qui est extrêmement important. C'est comme le diagnostic de personnalité limite ou de personnalité borderline. Ce sont des diagnostics extrêmement lourds de conséquences parce que ce sont des êtres très dysfonctionnels ou qui vont rendre les autres dysfonctionnels. Oui. Oui, elle a empoisonné ma vie, ça. Non, c'est plus qu'empoisonner la vie, puis c'est pas dans l'ordre de ce que vous dites, tantôt. Bon. C'est d'autres choses. Il y avait peut-être d'autres choses. Non, donc c'est le traumatisme dans l'enfance, c'est ça, vous me dites? Qui peut être associé avec un trouble de personnalité d'un autre ordre. Ça serait quoi? Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce que je vous dis, c'est l'exemple parfait qu'il y a de dossier. C'est un travail de moine pour établir des bons diagnostics de l'ordre, surtout lorsqu'on parle de troubles de personnalité. OK. 3 ans, Pierre, 3 ans de psychothérapie. Ben oui, 3 ans de psychanalyse même. Oui. Mais le conflit avec sa mère, parce qu'elle disait à sa mère que il était harcelé sexuellement par le garçon chez lequel il était gardé, puis sa mère ne les croyait pas, puis elle les traitait de menteuse. Puis elle a toujours détesté sa mère. Ça l'a pas mis en méfiance vis-à-vis de tout le monde. Ben oui, sûrement. Janine a raison. Entre autres, sûrement. Personne qui a probablement été fortement traumatisée. Oui. Tu sais, au fur et à mesure que vous racontez ça, bateau. T'es pas cru, t'es retourné au bûcher, tu retournes chez le gars, mais non, c'est ça. Et le père là-dedans, hein? Le père, son père? Oh, son père, moi je le trouvais très gentil, là, je veux dire, c'est une famille d'Européens, lui c'est un Allemand, mais il laissait la mère dominer. C'était son seul défaut. Mais il était très intelligent, il disait beaucoup, il était articulé, etc. Mettez-vous à la place de cette jeune fille-là. OK, il y a un père dans la maison, la mère les croit pas, les respecte pas, puis sont abusés. Oui. Comment, après un certain temps, comment vous vous sentiriez face à votre père si vous aviez été à sa place? Ben, j'aurais dit que c'était un chiffon, je veux dire. Oui. Oui, c'était un mou, mais j'aurais pas eu confiance. Il fait rien. Puis, qui plus est? Ben, comme vous dites, si je regarde les réactions des... Vous seriez devenu un petit peu en colère, en maudit, contre cette guenille-là, cette parure-là dans la maison. Ben, une des jumelles a quitté la maison à 18 ans. Oui. Puis... vous seriez devenu un petit peu furieux. Tu es enragé. Et tu décroches les stars vénitiens, hein? Et vous grandissez... Les stars vénitiens, ça contre moi, là, c'était pas contre la mère. Vous grandissez dans cette atmosphère-là. Oui. Vous grandissez dans cette atmosphère-là. De frustration. Et là, il y a un mâle qui vous approche pour vous flirter. Ouais. Pensez-vous que vous allez être ouverte? Oui. À un moment donné, vous avez une forte libido, vous avez envie de copuler. Ouais. Comment vous pensez que vous allez vous exciter sur cet être qui vous rappelle la guenille? Elle disait, as-tu payé la facture des tunes, etc. Tu sais, elle était très, très castrante. C'est comme ça me disait non, là. Elle changeait de sujet, là, elle parlait d'autres choses. Autrement dit, elle disait non. Voyez-vous un peu toute la complexité de la mère, du père? Parce que le père, faut pas l'occulter. Lui-ci, il a généré des émotions qu'elle a refoulées, fort probablement. Elle se vengeait sur Serge inconsciemment, puis d'aplomb.
Oui, entre autres, suite à une frustration extrêmement importante vécue dans sa relation avec son père, la guenille. Pourquoi vous pensez que je dénonce tant les guenilles, les chiffons, les tapis, les 100 colonnes, les mollusques québécois? Ouais, mais moi, je suis pas Ils ont un rôle important, eux autres aussi, à jouer, auprès des tout-petits. Ouais, mais je suis pas une guenille, là. Non, à part Madeleine Guenille, ça le sait. Non, je parle pas de vous, je parle de son père. Mais c'était pas dans son schéma, c'était pas dans le schéma connu pour cette femme-là, hein? Un homme qui avait de l'échine. Elle a pas dû rechercher un autre Guenille, là, non? Ben non, ça va être encore pire. OK. Pire. Merci, Serge. Ah, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Avec vous, on ouvre d'autres portes. Oui, tranquillement. Retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on parle aujourd'hui des êtres qui sont narcissiques. Il y a différents degrés là-dedans. Les très narcissiques ne peuvent quasiment pas entrer en relation avec personne. Janine? Oui. T'as vu, d'abord, pour répondre à ta question, oui, c'est caractéristique du narcissique d'avoir des difficultés interpersonnelles majeures. Et as-tu remarqué dans l'appel précédent, consulte un psychiatre, il l'a pas vu. Il n'a pas vu sa conjointe. Il y amène 2-3 petits gugus. Elle est narcissique. Hey, tu casses. C'est scandaleux, Pierre. C'est plein d'un rapport que je lis, Janine. C'est presque, ils ont à peu près pas vu à personne. Trouble de personnalité narcissique. Mais pour qui tu te prends? Pierre, vous avez un code de déontologie, les psychiatres? Ça existe, ça? Oui. Bon. Pour la forme. C'est pour la forme, ben oui. C'est ça. C'est pas respecté dans les faits. et puis je vais te dire, laisse-toi de bonheur. C'est admis. Les psychologues, écoute, mon vieux, ça beurre. C'est un narcissique, puis c'est un paranoïde, puis écoute, le psychiatre, la même chose. Hein? Hey, un narcissique. C'est qu'il y a des êtres normaux qui se retrouvent avec des étiquettes, Pierre, qu'ils traînent des années. On est retourné dans des dossiers pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour les assurances, tout simplement. Dans les cas de garde d'enfants, qui vont perdre la garde de leurs enfants ou qui vont avoir beaucoup de difficultés à avoir accès à leurs enfants suite à des diagnostics tronqués comme ça. Oui. Mais il y en a qui sont vraiment narcissiques aussi. Oui, mais ceux-là, c'est très rare parce que, généralement, ce sont... Les grands narcissiques? Ben oui. Ben oui. Mais s'ils sont... Ils rendent leur entourage malheureux. Qui sont bien époilés. Tu comprends? Qui prennent bien soin d'eux. Mais grands au langage chantier, à la cravate. Généralement, c'est des monsieur, madame cravate avec belle tenue. Vivent-ils en couple? Vivent-ils à deux? Vivent-ils avec d'autres? Divorce, c'est pas mal. Ou bien l'autre en bas avait un maudit coup. Alors, ou bien ils se divorcent, très facilement parce qu'ils sont pas endurables, ou bien l'autre femme s'attrape pour des avantages financiers qui vont durer l'inendurable. Se laisse détruire. Oui. Accepte de se laisser détruire. Oui. Parce que t'as pas de place. Oui. Alors on parle à France. Bonjour France. Bonjour. Bonjour France. Bonjour. C'est ça pour répondre à votre question, mais moi je pense que je sais pas, je suis devenue parce que je pense, vous allez pouvoir me répondre si j'ai une bonne idée, c'est que moi je me suis jamais sentie écoutée étant jeune, puis même en vieillissant, j'avais tout le temps discuté à me faire des amis, puis je me suis dit, si je parle de moi, ça va être facile de rentrer en relation avec les autres. Puis là, c'est comme ça que je pense que je le suis devenue. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut falloir m'en dire beaucoup plus que ça pour me convaincre que vous êtes devenu narcissique, oui. Pauvre vous. D'ailleurs, France, je vais être très sceptique en partant. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que je n'ai jamais, à date, vous seriez le premier cas d'individus profondément narcissiques qui s'en confessent aussi facilement. J'ai jamais vu ça de ma carrière en 26 ans. Mais si on dit, par exemple, un enfant négligé, un enfant qui a été négligé, Pierre, commence à s'intéresser à lui-même de façon exagérée, comme moyen de survie, ça se pourrait. Ben oui. Dans cette seule optique-là. Ça a tellement peu à faire avec le narcissisme. Parce que je regardais, pardon? Oui, allez-y. Oui, c'est ça, je regardais autour de moi, puis les personnes, maintenant j'avais une réunion, quoi que ce soit, je me présentais dans un lieu social, puis je trouvais ça tellement, j'arrivais pas à entrer en relation avec les autres, puis là, j'écoutais les autres, me disaient, bon, mais si je parle de moi, ils vont s'intéresser, bon, je vais entrer en relation. Et puis, c'est ça. Puis j'écoutais les autres, c'était ça. Ils parlaient d'eux autres. Je suis rentrée... Ah, ben oui, mais France, pauvre vous, c'est le vice national. C'est un des vices nationaux du Québec, ça, monologuer. Ben oui, mais tous les immatures font ça. Ça n'a rien à voir avec le narcissisme. Oui, mais moi, j'ai de la misère j'ai une très bonne amie, mais j'ai pas 15 amis. Je trouve ça très difficile. Chez les femmes, particulièrement, écoutez, prenez 4 femmes, mettez-les ensemble. Les 4 parlent. Les 4 monologues, c'est tellement fréquent et c'est tellement facile à observer dans les restaurants. Ouais. Amusez-vous, allez au restaurant et regardez pour le fun. Dès qu'il y a 3-4 femmes ensemble, les 4 parlent en même temps.
Oui. Bon, elle monologue comme des enfants de 5 ans. Oui. Ah, c'est de l'immaturité relationnelle. C'est pas du narcissisme. Donc, France est entrée dans le monologue. Oui. Comme les autres le faisaient. Par mimétisme. Bon. C'est-à-dire, vous avez vu faire les autres. Oui. Alors, vous dites, moi aussi, je vais monologuer. Je vais parler tout seul. Parce que moi, non, je me posais la question en vous écoutant, parce que moi, je me dis, je suis une mère de famille de 2 enfants, puis je suis capable de dire que si je regarde autour de moi, je me considère comme une bonne mère. Mais de le dire, tu dis ça, là, tu le dis pas. Mais tu sais, je veux dire, je suis capable de me comparer puis de dire je suis une bonne mère ou telle ou telle... Comment vous réagissez lorsque vos enfants sont malades? Sont malades? Oui. Ben, comment je réagis? Ben, j'en prends soin. Oui. Une action. Des fois, je suis pas bien. Je veux dire, comment je réagis? Je me sens pas aussi malade que les autres, là, mais tu sais, je veux dire, je sais pas quoi vous répondre, là. Oh, vous avez répondu. Et vous avez démoli votre thèse initiale. Une fausse narcissique, France. Oui, parce que, écoute, les narcissiques sont de très mauvais parents. Parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Ouais. Et vous l'empathie, ça vous manque pas, là. Faut pas qu'il y ait une grosse douleur, sinon ça vous fait mal en dedans. Oh oui. Bon, ben. Ah oui. Alors, vous venez de vous exclure de ce groupe. Ah, ben, d'accord, mais parce que, comment je pourrais vous dire, mais je pensais que c'était un moyen de défense, parce que moi, étant jeune, j'ai pas été écoutée, j'ai pas été... Jamais, même encore aujourd'hui, là, avec ma famille, je suis pas proche, là. Regardez, France, ne confondez pas des troubles de personnalité de cet ordre-là avec de l'immaturité ou des blocages. C'est pas pareil. OK. C'est comme ce que je disais à Serge tout à l'heure. Écoutez, il nous raconte que j'avais entendu le téléphone de Serge. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec le trouble de personnalité. Sa pauvre conjointe a été traumatisée à l'os par une gang de morons qui l'entouraient. Oui. Et probablement que c'est votre cas aussi, là. Ben moi c'est ça, j'ai limité, en vieillissant, ben je limite mes relations, je te dis dans le sens que je choisis mes relations, puis ça fait que j'ai pas beaucoup d'amis, puis j'ai moins de plaisir à rentrer en relation avec n'importe qui. Je choisis les gens que je veux. Mais il y en a, vous en avez qui sont choisis à qui vous pouvez parler. Oui, et que vous écoutez? Ben oui, j'ai une très bonne amie, là, mais je veux dire, c'est la seule. Mon conjoint, certaines personnes, mais ça... Vous avez regardé, France, votre conjoint, ça fait combien de temps que vous l'endurez? Ben, l'endurer. Ça fait 7 ans. Pardon? 7 ans. Est-ce qu'il se plaint de vous? Ah non, on s'entend très bien. Regardez, France, deuxième point. Oui. Alors, vous êtes une dame qui a au moins une amie et un conjoint depuis 7 ans qui semble se porter pas si pire. Oui. Vous venez de vous exclure pour la deuxième fois du groupe des narcissiques. OK. Ah bon. Alors, mauvaise étiquette. On pourrait continuer tout l'après-midi comme ça. Vous ne l'avez pas à patente narcissique, c'est pas vous, là. Ah bon, c'est OK. Cherchez-vous un autre débite. Non, je ne cherche pas des bébites. Alors, vous êtes capable d'empathie. Oui. Puis vous êtes capable d'établir des liens interpersonnels durables. Oui. Ben là... C'est plutôt difficile. Oui, c'est ça. J'en avais peut-être pas beaucoup, mais vous êtes capable de... Oui, OK. Et si vous aviez été bien parenté, vous seriez encore plus fonctionnel. D'accord. Souvent, c'est intéressant votre point, France, parce que souvent, on va s'étiqueter soi-même d'un bobo pour ne pas voir notre vrai bobo, ou l'origine de notre mal. Mais tiens, est-ce qu'on peut traîner ça d'un bout? Souvent, les adolescents, là, on dit qu'ils sont narcissiques, centrés sur leurs affaires, leur vie. Est-ce qu'on peut garder ça comme perception à l'âge adulte, continuer? C'est quand tu as été taxé comme de ça à l'adolescence. On aime rendre les enfants responsables de leur malheur. On aime rendre les adolescents responsables de leur malheur. Oui. Et dans notre langage, on va facilement utiliser des étiquettes comme narcissique. Alors, ça vient de placer la responsabilité sur eux. Oui. C'est pas de ma faute. L'enfant est narcissique. C'est pas de ma faute. T'étais narcissique lorsque t'étais enfant. Hey, allô? Mais ça se peut que tu restes collé avec ça, par exemple, même si c'est pas vrai. Tu adhères à ça. Au niveau culturel, on fait dur en pas pour rire. On fait dur. Je veux dire, quand les autres, parce que moi, j'ai l'impression que c'est les autres qui me font sentir ça, que je parle de moi, puis tu sais, de mes affaires dans le fond, parce que. Oui, mais pauvre vous. Oui. Vous l'avez dit, j'ai pas été écouté, je me suis jamais senti écouté. Oui. C'est vous qui l'avez dit il y a quelques minutes. Oui, mais même encore avec ma famille, c'est comme ça, là. On peut pas élever un enfant et l'ignorer. Cet enfant-là, il va avoir une soif d'être reconnu. OK. Vous avez soif, vous avez faim d'être reconnu. Okay. Vous avez raison. C'est un besoin de base. OK. Ah bon. Vous nous arrivez avec un besoin de base, et vous dites, c'est parce que j'ai ce besoin-là qui n'a jamais été assouvi. Vous savez pourquoi que je dis que je répète tant que les mères ont un rôle extrêmement important
est déterminant dans le devenir de tous les petits êtres humains. Ah oui. Tu es quelqu'un. Je t'aime parce que tu es quelqu'un. Ouais. Parce que tu es un enfant. Vous en êtes un autre exemple, là, vous vous trouvez toutes sortes de bébites parce que les morons qui vous ont élevés, ils n'étaient pas intéressés par vous. Ben oui, c'est vrai. Ben pas nécessairement. C'est dur à entendre ça, les morons, là. Mais je veux dire, même mon entourage, tu sais, les amis que j'ai à l'école, il n'y a pas personne, je me sentais tout le temps sentir rejetée. C'est pas juste ma famille, là, c'est sûrement un ensemble. Pardon? Ah oui, c'est un ensemble d'individus. Oui, c'est ça. Oui. Mais pourquoi je me retrouve tout le temps avec ce genre d'individus? Parce qu'ils sont fréquents, maudits, ces morons-là. Ah bon? Parce que moi, j'ai souvent... Les étiqueteux, les... Vous avez entendu Guy tantôt qui a appelé, là. C'est sûr que ça les insulte quand je dis ça, je comprends, là. C'est pour ça qu'on leur donne un peu d'espace. Peut-être pour m'engueuler, ben, OK, vas-y, là, soulage ton fiel un peu. Parce que c'est sûr qu'ils sont pointés du doigt, puis, mais il y en a qui naïssent, tu sais. Ben, maintenant, c'est les gens normaux qui se sentent anormaux. Bah. Merci. France, c'est très sérieux ce que vous venez de dire. C'est vrai? Parce que les anormaux sont majoritaires sur bien des plans. Ben, moi, je me fais passer souvent pour un anormal. C'est pas des bobites que je me cherche. Je suis capable d'avoir d'autocritique. Je pense que je suis capable d'avoir d'une autocritique, mais je me suis souvent dit, coudonc, je suis normale. Puis j'en parlais avec mon conjoint, ben oui, tu sais, c'est tout à fait normal. Mais souvent, je me suis sentie anormal dans certains agissements. Vous savez, France, le vieux professeur Layton, je le rappelle, a découvert qu'il y avait 19%, il n'y avait même pas 20% de la population, 19% qui étaient corrects, qui étaient assez bien équilibrés. Les autres, là, à des degrés différents, on est en déséquilibre. Alors, inutile de vous dire que c'est plus que les 3/4 qui sont sur une patte, sinon par terre. Oui. Ils sont ben, moi, c'est ça, je me demandais, parce que vu que j'ai eu une éducation plus ou moins plutôt boiteuse, là, puis j'ai eu plusieurs manques, je me demandais comment j'en étais rendue à avoir un jugement, je considère normal, là, je sais pas, mais je me considère quand même normal. Comment Fabriqué, Pierre, fabriqué, elle avait un jugement, c'est naturel. Oui, c'est que la nature vous a doté de certains traits de caractère qui ont fait en sorte que, un peu comme le canard. Comment ça se fait que les canards vont sur l'eau, puis les poules y vont pas, puis les deux ont des plumes? Écoutez. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. OK, alors on parle des narcissiques. On se disait, quand on a choisi le sujet, que certainement pas un narcissique allait nous appeler. À moins qu'il y ait une prise de conscience. Pierre, quelqu'un qui, à un moment donné, se retrouve complètement tout seul. Le narcissique, là, si je me trompe, vous me le dites, il a besoin quand même d'utiliser les autres. Et quand le vide se fait autour de lui, est-ce que c'est pas là qu'il va y avoir une prise de conscience? Voilà. Et là, il va appeler, puis il va dire, oui, je suis narcissique, qu'est-ce que je fais? Après la 7e séparation, oui. Ouais. Là, il est découragé. Puis, ben, c'est sûr que tu as raison. Lorsque le vide va se faire autour, ben là, à un moment donné, écoute, tout le monde s'est éloigné, là. Il y en a quelques-uns qui vont, ça a beau être égo-synthone, il va dire, whoop! Tu sais, puis ben, il a beau mettre toujours le blâme sur les autres, à un moment donné, il va se faire dire, ben, ça pourrait-tu être un petit peu toi aussi? Ouais, ben, ça peut être long, avant d'arriver à ça. Oui, on a peut-être quelqu'un va appeler pour dire, j'ai été. On parle à Joanne? Voyons. Joanne? Bonjour. Bonjour. Je vous félicite pour votre émission. Merci. C'est que moi, présentement, j'ai un copain, et puis j'ai une de mes sœurs qui monte ma mère contre ma sœur, contre moi, mon chum. Et puis là, moi, dans ça, je ne peux plus appeler ma mère chez moi, chez mon chum, parce que ma sœur fait des problèmes. Excusez-moi, je suis un petit peu nerveuse. Oui. Alors, moi, avec ça, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si c'est un genre de narcissiste, là, mais elle est en train de monter ma mère contre mon chum, qu'elle ne connaît pas, puis elle lui a jamais parlé, jamais dit bonjour. Alors, moi, je ne conçois pas ça de correct. Bon, alors, effectivement, on peut soupçonner, je dis bien on peut soupçonner un sentiment d'envie ou de jalousie. Ça se peut. Parce que c'est le vice national au Québec. L'autre sa sœur pourrait pas être heureuse. Oui. C'est impossible pour elle. Alors, effectivement, les narcissiques sont extrêmement envieux et vont diviser les autres pour mieux régner, pour mieux s'imposer, pour mieux être le centre de l'univers. Alors, c'est pas exclu. Vous emmenez un scénario, puis c'est pas bête comme idée. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je devrais faire? Wow. Quel âge a votre mère? 74. 74? Oui,
vous savez, comme influencé. Est-ce que votre mère a de l'argent? Oui. Oups. Mais là, elle vaut combien tout et partout, votre mère? J'en ai aucune idée, M. Mailloux. Ben, voyons, à peu près. Mais là, je sais pas, là, c'est parce que mon père est décédé, puis elle a eu un héritage. Ouais, un héritage de combien? J'en ai aucune idée, M. Mailloux. Ben là, un ordre de grandeur, 20 000, 300 000? À peu près, là, je dirais. 20 000? À peu près. Laissez, envoyez promener tout ça. Diable l'emporte. Pour 20 000 ça vaut pas la peine. 20 000 puis vous êtes combien d'enfants? On est 8. Ah ben, vert. Bon, OK. Quantité négligeable, ça vaut même pas la peine d'en parler. Bon. Alors, votre sœur, laissez-la faire, peu importe qu'elle soit narcissique ou pas, ça vaut pas la peine. On commencera pas à développer une stratégie d'intervention. Mais c'est juste que c'est peut-être qui monte ma mère contre mon chum. Ben oui. Là. Moi, ce que je vais faire avec ça? Rien. Ben là. Brère et laissez brère. Ouais. C'est l'affaire. Oubliez ça. Parce que l'enjeu n'en vaut pas la peine, comprenez-vous? Oui. Et il faut savoir se battre dans la vie pour des enjeux qui en valent la peine. OK. Pas une niaiserie. OK. Parce que vous risquez de perdre des cinglés. Faut pas faire ça. Okay. Quand on se bat, c'est pour un gros magot. OK. OK? On se bat pas pour des sous. On se bat pour de l'argent. OK, je vous remercie. Ça m'a fait plaisir. OK, à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Sans compter qu'elle peut avoir des problèmes avec son conjoint, puis commence à trouver ça, à se trouver mal, en tous ces mémérages-là. Là. Oui, pour des bagages. S'il y avait un gros héritage, on aurait parlé stratégie. Oui. On parle à José maintenant. Bonjour, José. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, Dr. Mailloux. Oui, bonjour, José. Pour moi, un narcissique, c'est quelqu'un qui existe que pour lui, mais qui n'est pas capable de voir qui il est. Oui. Ça va faire 5 ans que je suis séparée d'un narcissique. Oui. Et on n'en sort pas. C'est des gens qui sont super charmeurs, en même temps très contrôlants, très dominateurs, très profiteurs. C'est des menteurs professionnels. Pas nécessairement, par exemple. Non, pas nécessairement. Non, ben moi, je suis tombée sur un. C'est des personnes qui détruisent la vie du conjoint et des enfants. Les manipulateurs, Pierre, entre beaucoup dans sa description. Oui, mais les narcissiques sont pas nécessairement manipulateurs. Non. Ils peuvent l'être, mais pas... Quelqu'un peut être manipulateur, puis être une personnalité antisociale, peut être un bandit. Faut faire bien attention, là. Manipulateur, c'est une attitude. Alors qu'un trouble de personnalité narcissique, c'est un ensemble d'attitudes, c'est pas juste une. OK. Et souvent, les psychologues, les psychiatres coupent court, il est manipulateur, c'est un narcissique. Hey, wow. Oh non, pour tout le monde. C'est pour ça, lorsque vous dites que c'est un menteur professionnel, jusqu'où est-il allé? Jusqu'où il est allé? Oui. On ne s'est pas séparé pour violence. Ma plus grande, qui vient d'avoir 12 ans, a menti quand elle a dit que son père l'avait touché. Il touchait. Même si la DPJ m'a dit qu'il y a eu bain, douche, danse nue. Pardon? Vous avez entendu? Non. Bain, douche avec les enfants, danse nue avec les enfants. Et la plus vieille a dit à la DPJ que... Attendez un peu. Bain, douche avec les enfants, nus avec les enfants. Ils lui disent l'année passée d'arrêter de le faire. Et là, la fille avec quel âge? Mes enfants, j'ai 2 filles, une qui vient d'avoir 9 ans, puis l'autre qui vient d'avoir 12 ans. Elle avait 11 ans, puis bain et douche nue avec l'enfant d'11 ans? Oui. Et là, la travailleuse sociale de la DPJ dit, monsieur, c'est pas correct de faire ça, et monsieur arrête? Je ne devrais pas faire ça, mais madame, vous faites de l'aliénation parentale. OK. Non, bon. Alors, la DPJ veut me retirer la garde, et j'ai su finalement en juillet dernier qu'on voulait me retirer la garde. Vous savez, les travailleuses sociales de la DPJ... J'en ai aussi des narcissiques. Régulièrement me scandalisent. C'est assez pointable, oui. Un père qui prend sa douche nue avec sa fille de 11 ans, vous êtes sérieuse, vous, là? Dans quel coin de la province ça se passe, ça? Blainville, Sainte-Thérèse. Collé sur Montréal, hein? On va dire ça. Je suis allée en cours en juillet. Je suis retournée en novembre. On va et on veut me retirer la garde. José, on va aux informations, puis on vous revient tout de suite après. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on tente de comprendre ce que c'est qu'un être qui est narcissique, puis à différents degrés. Hein, il y en a qui le sont très, d'autres moins. Et on continue avec José. Oui. Vous parliez d'un ex-conjoint de qui vous êtes séparés depuis 5 ans, puis de problèmes avec la DPJ, là, des petites filles qui vont le voir, des petites filles de 9 et 11 ans. Et lui se dévait, prend sa douche avec ses grandes filles. Oui.
coucher avec, que la DPJ ne veut même pas intervenir et que je dois faire parvenir une lettre d'avocat pour... Attendez un peu. Avant d'aller plus loin, José, là, avez-vous été témoin des douches nues entre le père de vos deux filles et la fille d'11 ans? Non. Qui vous a dit ça? La DPJ. Pardon? La DPJ. C'est les petites filles qui ont rapporté ça, la DPJ? Les enfants ont rapporté ça à la DPJ. Est-ce que le père a nié ou acquiescé? Je crois qu'il a acquiescé tout, sauf les attouchements. Il n'a pas eu le choix d'acquiescer d'avoir des rapports sexuels parce que la DPJ lui a dit, écoutez, monsieur, là, quand un enfant fait tel geste, qu'elle avait 8 ans à l'époque, on sait que l'enfant a vu. Non. Alors, José, faux ce que vous venez de dire. Ben, c'est ce que la DPJ lui a dit. Les travailleuses sociales là-dessus en matière d'abus sexuels, généralement, sont pourries. Alors, l'affirmation que vous venez de faire, écoutez, il y a des petites filles qui peuvent se branler le cul tant que vous voulez, puis ils n'ont pas besoin d'avoir eu des parents copulés pour faire ça. Je regrette, là. Ouais. Les chiens, écoutez, tout le monde qui connaît les chiens sait très bien que les petits chiens vous rendront quelque part, puis ils vous prennent une jambe, puis ils se zignent après votre jambe. C'est pas un comportement appris, c'est un comportement inné. Oui. Bon, et à la télévision, là, il y a assez de zigonnage qui se passe. Un enfant de 8-9 ans, là... Non, mais les enfants avaient rapporté à leur procureur. Moi, je l'ai entendu par leur procureur en cour supérieure qu'ils les avaient vus, les deux les avaient vus. OK. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver accidentellement que les enfants... mais c'est pas ça qui me chicote. Et c'est absolument inconcevable que la travailleuse sociale déduise, parce qu'un enfant peut savoir comment se faire aller le derrière pour copuler, que nécessairement elle a vu les parents ou a été victime d'abus sexuels. Ça n'a rien à voir. Par contre... la DPJ dit que les enfants n'ont pas été touchés. Ils n'ont pas été touchés. Ouais. Maintenant, revenons à l'histoire de la douche. Le père qui prend sa douche avec sa fille d'11 ans. Oui. Ça, c'est chic en bateau. Ça se passe, c'est tribal. Oui. C'est carrément tribal et ça se passe au Québec l'année passée, 2005. Puis la travailleuse sociale de la DPJ, elle, tout ce qu'elle trouve à redire, elle dit au père, bah, faites plus ça. Gardez vos culottes. Gardez vos culottes. Gardez, oui. Pardon? On leur a dit de garder leurs culottes en présence des enfants. Parce qu'ils se prenaient toujours tout nus, qu'on a des douches. Oui, ça là, écoutez... On leur a dit de garder les culottes. L'histoire du promenage tout nu est une chose, la douche, c'est autre chose. Oui, on pourrait-tu ne pas mêler tout ça ensemble? Puis, y a-t-il une conjointe là-dedans? On croit comprendre. Il a une conjointe. Oui. Et les deux, procédaient à des attouchements entre eux devant les enfants? Oui. Ils n'étaient pas discrets sur leurs relations sexuelles. Non. Mais le point n'est pas là. Mêlez pas, mesdames, les choux et les carottes. Moi, je pensais qu'il était seul, Pierre, cet homme-là, chez lui, avec ses deux petites filles de 9 et 11 ans, puis qu'il s'exhibait. Le monde a le droit d'être épais. Ils ont le droit de pas être discrets. Mais ils n'ont pas le droit de prendre, un père n'a pas le droit de prendre sa douche avec sa fille. Ils sont bien que sa fille d'11 ans. C'est-tu clair? Est-ce qu'on pourrait, mesdames, utiliser notre jugement et ne pas tout mêler ça ensemble? Ben, c'est parce que c'est difficile de faire un maillot, on est de l'autre côté à savoir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est... C'est pour ça, on va prendre des comportements, on va prendre des comportements un à la fois. Oui, il y a nudité, il y a sexualité. Bon, la proximité, la promiscuité dans la douche. OK? Ça, là, c'est fait uniquement parce que le gars est cochon. Alors que quand il se promène à poil, c'est pas nécessairement fait parce qu'il est cochon avec la petite. On peut-tu se démêler? Oui. Et quand les deux adultes manquent de discrétion quand ils s'accoupent, ça peut être deux épais. C'est pas nécessairement deux cochons. C'est ça, je trouve ça un peu difficile, moi, en 2006, de devoir rappeler des choses aussi élémentaires. Mais qu'est-ce qui se passe là, dans ce portrait-là? Je le sais, c'est des travailleuses sociales, puis souvent, ça n'a pas de jugement, ce monde-là. C'est pour ça que je vous le dis à vous. Et vous auriez dû être une mère un peu plus, tu sais, un peu plus réfléchie, puis dire, écoute la gonzesse du service social, peux-tu ne pas mêler les choux et les carottes? Non, parce qu'on ne dit pas ça à la DPJ, parce que quand on dit qu'on ne fait pas d'aliénation parentale et peut-être que vous voulez faire quelque chose quand il y a ça, la DPJ dit que si on continue, on va aller au tribunal de la jeunesse et on va vous retirer la garde. Ben oui. Ils font des menaces, donc tu peux pas parler. Et c'est constamment comme ça, oui. Oui, mais là, au moins en ondes, on peut se le dire. Qu'un homme... c'est des menaces. La DPJ fait que non, José, bon, là, je vous demanderais, là, au moins pour une fois, de clarifier les comportements acceptables, plus ou moins acceptables et criminels dans votre tête. Les attouchements, c'est criminel. Oui, mais là, il n'y en a pas eu.
Selon la DPJ, il n'y en a pas eu. Selon mes 2 enfants, à des moments différents, elles m'ont toutes les deux dit que leur père les avait touchés. Ben oui, ils ont touché où? Dans leur partie intime, autour du vagin et tout ça. Autour de la saveuse? Avec et sans les culottes. Pardon? Avec et sans les culottes. Il mettait sa main là? Oui. Est-ce que les petites peuvent mentir ou si... La plus jeune pourrait raconter des choses, mais la plus vieille, je ne crois pas. C'est pas... elle ne ferait pas ça. Ben oui, mais regardez, José, oui. Votre fille, votre grande, elle a 12 ans. Oui. Elle a juste à se prendre une avocate, puis aller dire au juge qu'elle veut plus le voir son père. Elles ont 2. Elles ont un avocat en cour supérieure. Elles ont un avocat. Ben oui, mais regardez, votre grande de 12 ans, si elle n'est pas contente, là, elle a juste à dire à son avocate, dis au juge que je veux plus y aller, puis ça va s'arrêter là. Ils vont revenir chez leur mère. Ben oui. Voici la trousse nationale des successions, une collection d'actes légaux pour lesquels vous... De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Un être narcissique, Pierre, s'admire lui-même, se porte une attention exclusive, vit une fixation affective à lui-même. Hey, c'est pas évident d'entrer dans cette bulle-là. Ils ont des enfants. Ils ont parfois des relations amoureuses. Enfin, ils essaient. Et qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Et comme tout tourne autour d'eux, ils peuvent être facilement incestueux, au moins sur le plan psychologique. Que c'est drôle, Pierre, ce que vous dites, parce que je venais de lire quelque chose en psychanalyse. On dit, c'est pas clair, là, mais on dit investissement de la libido sur la personne propre. Et entre parenthèses, pédophilie, point d'interrogation. Allez plus loin là-dedans. Allez plus loin. Alors, ça vaut la peine. Effectivement, un homme qui prend sa douche avec sa grande de 11 ans à poil, oui, ça, on peut retrouver des monsieur bien, très narcissiques, qui vont se livrer très facilement, avec des grands airs d'innocence. Oui. Oui, parce que ce sont des monsieur bien. Puis ils voient pas le dommage qu'ils causent, ils sont pas sensibles aux autres. Aucune empathie. Bon. Manque d'empathie, alors je vois pas. Mais c'est normal, c'est ma fille. Donc pas de culpabilité. Et puis il va y assécher la vulve. Ah, il va même lui faire ses petites toilettes vulvaires, ça a un petit bouton sur le bord, sur une grande lèvre. Il va tout examiner ça. Oui. Est-ce qu'une personne narcissique voit dans sa progéniture la projection de lui-même, et si ça va pas dans le sens où lui-même est allé, ça peut engendrer... Ils vont loin. Une autre question, ces individus-là vont loin dans l'utilisation de leurs compagnes, de leurs compagnons, et dans l'utilisation des enfants à des fins personnelles. Bon. Parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Ils ne considèrent pas l'autre. Tu sais, l'égocentrisme, c'est pas anodin, ça, là. Ils se rendent même pas compte qu'ils peuvent causer des dommages. Ouais, pour José tout à l'heure, là. Janine, j'ai hâte que les femmes soient capables de réfléchir et de ne pas mettre tout dans le même panier. C'est pas parce qu'une travailleuse sociale est incapable de jugement qu'il faille limiter. Ben c'est ça. Je veux dire, José, elle séparait les activités. C'est tout mêlé. Ouais. C'est tout mêlé dans sa tête. Écoute, il confond. Là, les enfants, écoute, la grande est rendue à 12 ans. C'est à la mère de lui dire, écoute, c'est pas correct ce que ton père fait. Peux-tu, ça te tente, là, dis-le à ton avocate que tu veux plus y retourner. Ça va s'arrêter là. L'avocate va rire, je juge, il prend sa douche avec, la petite n'est pas confortable à ça, ben, elle veut plus y aller chez son père à cause de ça. Point! Problème est réglé! Ouais. Salut! Fuck la travailleuse sociale! Mais pourquoi est-ce qu'on pense toujours du premier coup à la DPJ? Non, mais Pierre, c'est pas culturel. Le réflexe, c'est d'aller du côté de la DPJ quand il y a des problèmes de cet ordre-là. Et c'est vrai que ça pourrait être résolu du côté judiciaire. Mais c'est pas culturel, c'est pas une habitude. Ça prend 10 minutes de régler ce problème-là. Puis si l'enfant veut continuer, la grande de 12 ans veut continuer à prendre sa douche avec son père à poil, il n'y a rien qu'on peut faire. La folle du service social va appuyer ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Janine? À ce moment-là, ferme ta boîte, puis endure. Tu t'as copulé avec, tu t'es fait engrosser par le moron, endure, puis ferme ta trappe. Parce que ça avait l'air de... Les maudits niaisages qui en finissent plus. Parce que ça avait l'air de se diriger vers le fait que José perde la garde de ses enfants. Oui. Bon. Alors, on parle à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, j'allais justement pour faire des commissions aujourd'hui, puis quand j'ai entendu ce sujet, parce que j'écoute régulièrement, ben, j'ai décidé de rester chez nous, puis de vous appeler. Ouais. Moi, je suis, c'est premièrement, je me demande est-ce que je suis un vrai narcissique ou pas. Parce que, bon, moi, j'ai été suivi là, pendant plusieurs années par un psychiatre et un psychologue. Oui. Et,
bon, on indique, bon, clairement, là, puis je vous donne raison tantôt quand vous disiez que, bon, il y a des psychiatres qui sont un petit peu vite en affaires sur le diagnostic. Ah, ça, un petit peu, mettez-en. Un petit peu beaucoup. Et la plupart des psychologues et psychiatres s'agarochent ce vocable-là crûment et abondamment. Oui, et j'ai eu plusieurs difficultés avec des psychiatres et j'ai donc même fait plusieurs plaintes, là, et il y a des choses qui sont à l'étude présentement. Oui. Parce que, bon, il semble que moi, j'ai plusieurs rapports ici d'hospitalisation et de cliniques externes, et on me donne, je sais pas combien de diagnostics différents, borderline, antisocial, type de personnalité mixte, plusieurs traits différents. Maintenant, on me dit peut-être trouble affectif, et bon, on essaie de se retrouver dans tout ça. Au premier rendez-vous... Avez-vous celui de narcissique? Pardon? Avez-vous celui de narcissique? Oui, voilà. Ben oui, vous avez pas le rapport sous vos doigts, hein? Oui, je les ai toutes en avant. Mais celui qui parle de narcissisme, lisez-nous un paragraphe pour le fun. Une brochette de description d'une personne. Oui. Par plusieurs, c'est fou. Je vais vérifier ça. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me croient pas quand je dis ça, que c'est un vocable qui est garoché de façon discréditante et souvent méprisante. Oui, c'est ça, et comme je vous dis comme ça, on a décidé de me prendre et de me placer dans un foyer d'accueil. À 4 ans. Ouais. Et ce que je reproche un petit peu à ce moment-là, c'est qu'on m'a placé dans une famille en Arlington, et on m'a envoyé qu'un chauffeur de taxi dans ce foyer-là, un chauffeur que je connaissais même pas. Et voilà. Et débarque ici, toi. J'ai pleuré tout le long en descendant, j'avais une peur incroyable, et je m'en allais au bout du monde, je m'en allais en Chine pour moi, là. L'endroit où je demeure et chez nous, c'est à peu près 40 minutes de distance, mais pour moi, j'étais jamais sorti, c'était loin. Et puis, il n'y avait pas d'enfants, j'étais tout seul d'enfants. Il y avait par contre, des ados de 16 à 18 qui étaient les enfants de ces gens-là, qui étaient des personnes âgées. Et comme seul ami, j'ai eu un chien qui me suivait partout. Tout le temps que j'étais là. Et je parlais avec mon chien, j'étais dans ma bulle, je me promenais dehors, j'avais pas de contact avec aucun Votre vie enfant. actuelle, de quoi ça a l'air? Pardon? Votre vie actuelle? Ma vie actuelle, elle ressemble à ce moment-là. À chaque fois, je me fais revivre les scénarios. Non. Concrètement, votre vie actuelle, vous faites quoi, puis vous vous débrouillez comment actuellement? Actuellement, bon, parce que j'ai plusieurs troubles, plusieurs dépendances. J'ai été dans l'alcool, la cocaïne. J'ai tout laissé ça il y a 3 ans. Oui. Suite d'une bonne thérapie motivo-rationnelle qui m'a sauvé la vie, probablement. Oui. Non, c'est pas la thérapie, c'est les thérapeutes, c'est les personnes. Il y a du monde qui ont de l'allure, probablement, que vous avez croisé, là. Oui, j'étais à un endroit où je ne nommerai pas, là. Oubliez la forme de thérapie. Souvent, c'est pas ça, c'est les personnes qui l'appliquent. Oui, c'est excellent, mais... Alors, votre émotivo rationnel, là, ça n'a rien à voir, fort probablement. C'est les personnes qui ont... C'était du monde qui avait de l'allure? Oui, beaucoup. Ils ont barre. Ça m'a permis de voir certains problèmes aussi. Ça vous a permis de réaliser que tout le monde ne sont pas comme votre père? Oui, mais j'en veux Michel n'est pas un narcissique. J'en veux à ma mère beaucoup aussi de ne pas être parti. Et d'être resté dans ça. C'est lourd, ça, hein. Alors, à part ça, là, vous faites quoi actuellement? Bon. Oui, alors Michel, on va s'arrêter ici. C'est ça, OK. On prévoit un Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on parle de narcissisme. Michel, juste, vous aviez un petit mot là, pour lui, puis je pense que la communication a coupé. Ça a fini d'une drôle de façon. Vous lui demandiez là, s'il y avait des choses intéressantes actuellement dans sa vie. Ne pas oublier, dans son cas, d'essayer d'apprécier, d'apprivoiser sa vie présente, le moment présent, la vie actuelle. Oui. Et il n'y a pas de thérapie miracle pour ce genre de misère émotionnelle vécue en bas âge. C'est terrible, c'est traumatisme après traumatisme, violence. À un moment donné, on laisse ça tranquille. Et grâce à des personnes, essayer de côtoyer comme il le fait, ça peut être à travers des groupes, des thérapies de groupe ou des choses comme ça, des individus qui ont de l'allure. Oui. Alors lui, il croit que c'est sa thérapie émotivo-rationnelle ou qui l'a aidé. Oui. C'est simplement les personnes, des personnes qui sont accueillantes, qui sont gentilles. Il l'a reconnu, hein. Il l'a reconnu. C'est vrai que c'est ces gens-là, s'ils ont réussi à faire quelque chose, c'est parce qu'ils ont cru en lui. Ils ont su lui apporter ce qu'il fallait. Oui, c'est ça. Puis qui ont été attentionnés, qui ont été affectueux, puis qui ont été intéressés à son évolution. Alors, un peu comme un enfant, c'est bon pour tout le monde. Tout le temps bon, ça. Alors, Pierre, je suis pas psychiatre, mais on peut certainement pas dire que Michel est un narcissique.
Ben, écoute. Avec la quantité d'étiquettes qu'ils lui ont collées au front, là. Alors, trop, c'est comme dans passé. Le champ, là. Trop, c'est comme passé. Oui. Bon. Aïe, ça fait dur. Est-ce qu'on vend des étiquettes, Pierre, en psychiatrie? Pardon? Est-ce qu'on vend des étiquettes? On met ça dans le dossier. Des blancs narcissiques, trouble de... Puis souvent, il y a des intervenants qui ne savent pas, qui ne comprennent pas l'individu qui est devant eux. Et là, de façon contre-transférentielle, c'est-à-dire en réaction à leur propre incompétence ou inaptitude à bien saisir l'autre, vont l'affubler des pires épithètes. Mais comment ça se fait que ces gens-là réussissent à passer au travers de leur formation en psychiatrie? Vous m'expliquer? Ben oui. Ah oui, c'est fréquent. Écoute, on parle de neutralité. J'ai écouté, Pierre, en fin de semaine, le fameux film de Kinsey. Oui. Okay, puis quand il disait, il faut pas que tu embarques émotivement. Il faut pas que tu aies de jugement. En tant que psychiatre, quand tu formais ces étudiants, là. Oui. Bon. Faut pas que tu aies de jugement. Faut que tu captes ce que l'autre dit. Comment? Faut pas que tu aies de jugement. Faut pas que tu aies un jugement. Faut pas que tu aies de préjugés. Lui, il faisait des enquêtes sur la sexualité. Oui, c'est pas la même chose que tu dis, là. Non, attends, écoute la personne. Préjuge pas. C'est ça. Écoute, à un moment donné, par exemple, tu es obligé de porter un jugement. Mais voyons, les imbéciles qui m'envoient des courriels disent « Vous n'avez pas le droit de juger le monde. » Allez donc vous faire foutre. Mais Pierre... Pourquoi vous pensez que la nature nous a dotés d'un jugement? C'est pour s'en servir. C'est pour ça que je parlais d'autocritique tout à l'heure. Il faut prendre le temps. En psychiatrie, Pierre, tu peux pas arriver à ton jugement tout de suite. Faut que tu prennes un paquet d'éléments, c'est ça que vous dites. Voilà. C'est une démarche d'investigation. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis il faut pas que tu donnes la couleur, faut pas que tu donnes tes couleurs puis tu transmettes tes bébites à ton à ton patient. Oui, c'est ça que je dis, il y a beaucoup d'intervenants qui contaminent, qui projettent sur l'interviewé leur propre bébite personnelle. Oui, ça vole pas haut. Sans vous étiez formé pour ça. Plus ou moins, Janine, plus ou moins. Je serais porté à croire ce que vous dites là, plus ou moins, parce que ça ressort beaucoup, hein. On parle à Émilie. Bonjour, Émilie. Oui, bonjour. Bonjour, Émilie. Oui. Moi, c'est tout un hasard parce que d'habitude, je suis occupée l'après-midi, mais là, je suis malade avec un petit virus. Je vous écoutais. Allez-y. Puis, c'est ça. Moi, j'ai fréquenté un garçon pendant 3 mois. Puis, je soupçonne vraiment qu'il soit quelqu'un de très narcissique. Oui. Soit ça, ou au contraire, qu'il soit quelqu'un de très, très insécure envers lui-même. C'est pour ça que... Oui. Alors... Oui. Oui, c'est ça. Premièrement, c'était quelqu'un... Oui, moi, je pense qu'il y avait il pensait qu'il était meilleur qu'il l'était. Par exemple, lui, il faisait du vélo, genre, il se rendait au travail en vélo. Puis là, c'est ça, il voulait chaque jour se battre son temps et tout ça, c'est vraiment... Puis lui, il était sûr qu'il allait faire le Tour de France. Il m'en parlait, puis il était sérieux, là. Est-ce que c'est un athlète talentueux? Non, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition. C'est un gars début de vingtaine, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas un enfant de 14 ans, tu sais. Puis, puis aussi, il faisait du tennis depuis 2-3 ans, puis lui, il a jamais eu de coach, rien, là. Puis lui, il était certain qu'il allait devenir pro. Il avait des très bonnes chances. Peut-être qu'il s'évalue mal. Là, vous commencez à donner des éléments qui pourraient être compatibles avec. Quel âge avait ce charmant garçon? 21 ans. 21 ans. Ah, pauvre petit gars. Et vous avez quel âge? Même chose. OK. Ça, c'était cet été. Fait que moi, je l'ai pas enduré longtemps. Ça a duré 3 mois. Je suis contente de m'en être... Je suis contente de ne pas m'être mariée avec, pas avoir eu des enfants avec, là. Mais est-ce qu'il s'intéressait à vous un minimum, Émilie? Si vous étiez complètement... C'était lui, ses performances... Puis... Il m'insultait beaucoup. Il m'insultait dans le sens que... il disait que... Moi, je suis une personne... je suis quand même assez attirante. Je suis une personne qui est très sportive, tout ça. Puis il me disait tout le temps, t'es pas bien faite. Lui, il me montrait des filles de différents gabarits, là. Il y avait des grosses comme il y avait des filles plus minces. Puis il était là, elle est mieux faite que toi, elle est mieux faite que toi. Moi, j'aime mieux ça. Émilie, ça pue, ça pue la charogne. C'était... non. Vous savez, Émilie, ça, c'est arrivé l'été dernier? Oui. Mais comment se fait-il qu'on a généré au Québec des ostrogos comme l'individu que vous décrivez? Ça sort d'où, ce moron-là? Il vient des Hautes-Laurentides. Oui, il vient de loin, oui.
Je vais pas parler contre le monde qui vient de loin. Il y en a des bien corrects, mais son père a des problèmes. Son père est, comment on appelle, est schizophrène, je suis pratiquement certaine, mais non diagnostiqué. Mais je suis pratiquement certaine. L'homme, il voit des esprits, il met une planche de clous en dessous de son lit pour pas que les esprits passent en dessous. Aïe, aïe. Wow. Bon, oui. Vous êtes sorti de cette talle-là. Non, mais c'est pas mon copain qui mettait des planches de clous. Non, je le sais. C'est pour ça que je dis une talle. Ouais. Émilie. Oh, ouais. C'était ridicule. Émilie, à l'occasion, le salut peut être dans la fuite. Ouais. On se comprend? Oh, ouais. Hey. Faut pas courir après le trouble, là. Puis on va surtout pas se mettre avec un individu comme ça. On fuit ça comme la peste. Puis on fait surtout pas de bébé avec une patente comme ça. Non, c'est certain. Moi, j'avais pitié. Moi, ça m'a pris du temps de laisser parce qu'après un mois, j'étais totalement écœurée. Oui. Même le deuxième jour que j'ai eu une sonnette d'alarme, le deuxième jour que j'étais avec à peu près, il m'a insulté sur le fait parce que j'ai parlé que j'ai vécu une situation d'abus quand j'étais à mon adolescence. Oui. Puis il m'a dit, t'avais quel âge quand il t'a fait ça? J'ai dit, j'avais 17 ans. Il dit, t'étais assez vieille pour protester, me semble. Ah. La compassion, en tout cas. L'empathie est pas fort. Oui, mais ça peut être une maladresse d'empathie. Non, peut-être, parce que je me suis déjà fait dire des choses de même, mais j'aurais peut-être dû avoir une sonnette d'alarme avec ça. Mais tu sais, après un mois, j'étais plus capable. Non, c'est pas pire. Émilie, faut pas demander l'impossible aussi. C'est pas évident, ces choses-là. Un petit peu d'indulgence avec... Si ça vous avait pris 10 ans, là, je serais pas fier de vous. Un mois, ça baie de l'allure. Non, mais je l'ai laissé après 3 mois. Parce que oui, mais après un mois, là, vous aviez votre lunch de ce gars-là, là, puis vous l'avez laissé après 3 mois. Jusque-là, j'ai pas de problème. Faut quand même pas s'attendre à ce que les êtres humains vont réagir comme des ordinateurs, analyser l'autre, puis paf, monsieur, après 3 heures, tout est fait. Non. Parce qu'on n'est pas, c'est ça, on n'est pas tous psychiatres, et on sait, qu'ils ont un taux de, ils cernent leurs patients, c'est avec une plus ou moins grande précision. Ouais, ce que vous racontez, c'est déroulé quand même à un rythme très respectable. Oui, vous avez utilisé votre autocritique, vous avez analysé la situation. Mais au début, c'est ça, au début, j'avais pitié de lui parce que cette personne n'a pas d'amis. J'étais la seule personne qu'il avait. Ouais. J'étais sa deuxième relation sexuelle. Premièrement, mais je trouvais ça déjà bizarre. Ben, il y a pas de bizarre, mais c'est quand même une personne qui paraît bien. Puis en plus, c'est ça, il aime ça se regarder dans le miroir puis se flexer, tu sais, tout nu. Il faisait ça devant moi, puis il se flexait dans le miroir, se flexait ses muscles, puis on a pas de temps. C'est pas une personne hyper bâtie. Puis il était là, hey, j'ai des belles jambes, tu trouves-tu? Hey, moi, je trouve que j'ai des belles jambes. Il disait des affaires de même. Ça a l'air d'être une caricature. Émilie, ce sont des caractéristiques facilement compatibles avec un individu profondément narcissique. Là, pour une fois, là, Janine, ça commence à ressembler à ça. Je vous dis pas que ça n'est un, mais je vous dis que là, au moins, on a des caractéristiques qui, tu sais, le manque d'empathie, l'égocentrisme, l'admiration de soi, tu sais, le sens exagéré de sa propre importance. Ouais, là, vous commencez à beurrer pas mal fort, là. Est-ce qu'Émilie a dit, Pierre, est-ce que ça vous aurait sonné une cloche? Il y a des problèmes de maladie mentale dans la famille, le père. Non, pas nécessairement. Est-ce que ça pourrait, dans ces familles-là, vous savez, engendrer? Ce qui est plus caractéristique, vous l'avez dit, un homme de 21 ans qui n'a pas d'amis, c'est pas normal. Non, c'est ça. Il est pas capable, tous les gens le persécutent. Il me disait, un gars qui était capable de l'endurer, un de ses supposés amis qui était capable de l'endurer, ben à chaque fois il m'arrivait, je suis plus capable de le sentir. Il me disait, il m'a obstiné là-dessus, tout ça. Puis je connaissais le gars, puis non, c'est pas vrai, c'était pas une personne. Le seul point d'inquiétude que vous avez soulevé, et je soumets ça à votre réflexion. Vous avez dit, c'est un type qui n'avait pas d'amis et je l'ai pris en pitié. Ouais. Ne faites plus jamais ça pour quelqu'un que vous voulez attirer dans votre couche. Non, vraiment pas. OK? Émilie, merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir. Faut bien l'admettre. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. C'est un appel, Émilie. Franchement, là. Ouais. Oui. Et si la mise en garde que vous lui avez servie à la fin, c'est valable pour beaucoup. Hein. Quand tu te fais prendre dans une toile comme celle-là, avec quelqu'un là, qui correspond pas, puis tu le prends en pitié, puis ci, puis ça, ou tu la prends en pitié, sonnette d'alarme. Oh, écoute. Ça veut dire que tu te laisses,
tu te laisses happer par des problématiques qui sont au-delà de tes compétences, dans le fond. Très mauvais. Par pitié. Oui, très mauvais pour la vie sexuelle éventuelle. Et je dirais même incompatible. Ouais. Tu peux pas être attiré dans l'intimité ou vers quelqu'un de façon intime par la pitié et croire que tu vas être excité sexuellement par cette personne-là. C'est quasi incompatible. Mais c'était troublant son affaire à Émilie parce qu'il était beau. Le gars était très beau. Oui, mais ça ne lubrifiera pas. Ouais. Parce que la plupart des femmes ont besoin d'admirer le partenaire pour lubrifier. Tu penses pas facultatif, ça, là, c'est de la biologie. Non, mais il y avait une partie qui était là, elle trouvait beau. Non, oui, mais Janine, tu peux pas... Admirer, c'est pas trouver beau. Admirer, c'est admirer. Pour l'ensemble de la personnalité. Tu peux admirer quelqu'un qui est pas beau. Ça n'a rien à voir. Mais disons qu'il y avait... Mais si tu ressens de la pitié envers quelqu'un, c'est l'inverse de l'admiration. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, beau, pas beau, quand tu sens de la pitié envers quelqu'un, là, ta physiologie va s'arrêter là. Mais ça, tu peux te laisser tromper au début. Admettons, par la beauté d'une personne. Après, c'est sûr que quand tu tombes dans la pitié, sonnette d'alarme, là, ça va pas dans la bonne direction. Elle a ressenti tout de suite de la pitié pour cet individu-là qui était beau physiquement. Ça vient d'exclure la réaction sexuelle de sa part. Il avait peut-être raison. On parle à Marie-Josée. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Marie-Josée. Moi, je vous appelle, je suis présentement en couple. Mais en fin de semaine, j'ai parlé avec mon conjoint comme quoi que j'en pouvais plus de la situation entre moi puis lui, puis que je voulais partir. Parce qu'on a eu une conversation de 2 semaines. Je cherchais comment lui expliquer ce que je vivais avec lui, tout ça. Puis le seul mot qui me venait au début, c'était nombrilique. Parce que lui, les mots, c'est très important, tout ça. Alors, j'ai lu dans le dictionnaire voir nombrilique, ce qui m'a amené à égocentrique, ce qui m'a amené à narcissique. Il était en accord avec tout ça, qu'il était vraiment comme ça, puis qu'il était bien comme ça, puis qu'il se sentait bien. Il reconnaissait. Bon. C'est ça, il reconnaissait ce qu'on appelle dans le jargon égosynthone. Ce que vous lui avez présenté, sa réaction a été une réaction d'égosyntonie, c'est-à-dire de dire, si je suis comme ça, écoutez, ça se peut qu'il se soit trompé dans sa propre évaluation, là, mais lui, il a reconnu être comme ça, mais non seulement je suis comme ça, mais je suis bien comme ça. C'est ça. Je ne changerai pas. Non, c'est ça, puis... Ah, c'est ça, l'égosyntonie. c'est quelqu'un qui rentre pas en relation avec le monde beaucoup. Je suis comme, dans le fond, je suis la personne importante dans sa vie. À part ça, il n'y a pas personne d'autre. Quel âge a-t-il? Il a 23 ans. Oh, il est tout jeune. Oui. Oh, et vous avez? Moi, j'ai 28 ans. 28. Vous êtes un petit peu plus vieille que lui. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben là, il travaille l'été dans les cèdres, le recyclage de cèdres. Dans le recyclage de? Cèdres. Il recycle des cèdres? Oui. Pour en extraire l'huile? Oui. OK. Faire de l'huile de cèdre? C'est ça. OK. Mais il y a quoi comme formation académique? Juste secondaire. OK. Ben, juste secondaire 5? Oui. Je pense que oui. C'est pas une illettrée, là. Non. Il a doublé combien d'années? Je pense pas qu'il ait doublé. C'est un homme très intelligent, là, il est volé en français. Les mots sont très importants pour lui. La façon qu'on parle aussi. Oui. OK, continuez. C'est vraiment très important. Oh! Alors, on parle de ce monsieur qui perd le cul de poule. Peut-être. Allez, continuez. C'est ça. Puis c'est sûr que depuis que je suis avec, par choix, moi aussi, je vois moins ma famille. Lui, il m'encourage quand même à voir le monde, à ce que j'ai des activités sociales ou quoi que ce soit. Faites-vous dans la vie, vous? Là, présentement, je fais rien, je suis blessée. Bon, je travaille pas. Avant. Vous êtes blessé comment? Blessée dans le dos. OK. Et vous aviez fait, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être blessé dans le dos? J'étudiais pour être mécanicienne industrielle. OK, en mécanique industrielle, oui. C'est ça. Avant ça, j'étais intervenante en violence conjugale. Oh! Intervenante. C'est un changement radical d'orientation. Intervenante en violence conjugale, avec quoi comme formation? Expérience personnelle ou formation académique? Non, formation par le réseau des maisons d'hébergement. Ah oui? Oui. OK. Oui, c'est la formation. Alors, on est proche de l'improvisation. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Intervention violence conjugale donnée par des femmes qui sont responsables de centres de femmes battues qui elles-mêmes ont été battues, abusées, etc. Et puis là, ça forme les autres.
Oui, ben, c'est pas toutes qui ont été... Pas toutes, mais presque. C'est ça. Il y en a la plupart là-dedans ont été brossés ou ils ont été brossés quand elles étaient ensemble. Oui, c'est ça. Oui, écoute, je connais le milieu, là. C'est ça. On se fera pas de peur après-midi. Continuez. Puis, c'est ça. Souvent, bon, mettons, comme quand j'allais à l'école, tu sais, quand je revenais à la maison, même si je parlais, mettons, de l'école ou quoi que ce soit, tu sais, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt aux autres autour. Vous avez fait vie commune avec ce gars-là? Oui, c'est ça. Combien de temps? On est encore ensemble là, ça fait quasiment 2 ans qu'on est ensemble en couple. OK, 2 ans en couple. OK. C'est ça. Puis là, c'est ça, je suis comme en réflexion, savoir si vraiment je pars. Ouais, là vous êtes tanné. Oui, parce que c'est ça, je suis tanné. Je suis c'est ça, je suis tanné. Mais au lieu de quelqu'un. Moi vous savez, nombrilique, puis narcissique, puis ci, puis ça, puis là vous êtes en train de lui expliquer les raisons pour lesquelles. Et je suis pas sûr que c'est une bonne idée, là. Au lieu de lui parler de son lui. Parce que vous avez embarqué dans le game, là. Vous, là, vous en êtes où, là, avec lui? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Ben... laissez faire sa thérapie, parce que là, vous êtes déguisé en intervenante auprès de votre conjoint. Elle continue d'enfler le narcissique. Oui, tu me... tu sais, c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui a beaucoup d'impulsions de colère, puis qui réagit parfois vraiment sous impulsion. Qu'est-ce qui vous écœure dans son comportement que vous êtes écœuré, là? Parlez-nous des comportements que vous ne voulez plus endurer. Exemple. C'est vraiment comme les impulsions de colère, les excès de colère que... C'est-à-dire, un excès de colère, c'est quoi? On a un coloc, puis notre coloc, il laisse tout le temps la salle où eux, ils fument la cigarette, il laisse tout le temps la porte ouverte. Fait que là, une journée, il s'est tanné, puis il a décidé d'écrire sa porte dans le crayon feutre, garder fermé. Le système de feu, il part parce qu'on cuisine, il arrache le couvercle, il va le jeter aux poubelles. Ça, c'est plus colérique, ouais. Vous savez, garder fermé sur la porte, j'ai pas de problème avec ça, là, avec le crayon feutre. Mais arracher le couvercle du gugus, la sonnerie, là. Oui. De l'alarme. C'est ça, de l'alarme, puis le couvercle n'a aucun rapport avec le fait que... Et contre vous, Marie-Josée, arrive-tu des moments où il y a des colères? Il va venir, là. C'est parce que je veux juste une énumération. Non, c'est ça, il y a pas, c'est ça, envers moi, il y a tout le temps un respect. Oui, encore. Ouais. Hey, là, donnez des exemples. Il a arraché le couvercle de l'alarme, parce que l'alarme s'était déclenchée. C'est ça. À part ça, donnez d'autres exemples. D'autres fois, c'est parce que, mettons, il va se cogner sur la lampe au plafond de la cuisine, justement, il a quasiment le goût de l'arracher, mais je sais qu'il s'empêche vu que je suis là parce que je l'apaise. C'est ça qu'il va me dire. Monsieur Tigus a besoin d'être apaisé par sa gonzesse. Ouais. Sinon, il pourrait briser la lampe. Ça fait pas une relation très calme. Oh non. De ce là. T'es obligé de jouer au tampon à ce moment-là. Non, continuez. D'autres exemples, rapidement. D'autres exemples, ça me vient pas vite comme ça, mais c'est sur tout, la télévision, tout le monde sont cons, la société, tout le monde c'est des épais, faire la route, tout le monde aussi, c'est tout le temps... l'autre, il va passer vite, ou l'autre, il va trop vite, ou l'autre, il chauffe mal. L'avez-vous provoqué à un moment donné, quand vous êtes en désaccord avec lui, il réagit comment? Ça donne jamais rien, c'est tout le temps lui qui a raison. Dans des moments de désaccord importants depuis 2 ans, est-ce qu'à un moment donné, il vous prend par les bras, vous tossez un peu? Non, jamais. Une petite poussée? Jamais, non. Non? Non, jamais. OK, pas encore? Non, jamais qu'il se rendrait là, je pense pas. Marie-Josée. Jamais il ne se rendrait là. Je pense pas, non. Vous trouvez pas ça inquiétant, votre propre propos, que vous venez de mentionner? Écoute, le gars, il a de la misère à se contrôler. Et veux-tu pas que vous êtes d'une naïveté, vous avez été très mal formé, madame. Vous êtes d'une naïveté qui m'étonne. Jamais il ne se rendrait là, après les exemples que vous avez donnés. Le gars, il se contrôle, il a de la misère à se contrôler, vous êtes obligé de l'apaiser. Ouais. Quand il sera pas d'accord avec vous, là, à un moment donné, d'accord, vous allez en manger une bonne, sa gueule. C'est pas pour rien qu'elle pense à laisser. Alors jamais il ne se rendrait là. Je crains que vous soyez dans l'erreur, madame. Parce que un peu de prudence, mal formé par votre gang. Bye. Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On a essayé de voir, Pierre, si les narcissiques étaient si évidents à cerner, puis ça a l'air que non. Depuis le début de l'émission, c'est pas clair. Il y a eu quelques cas où tu dis, bon, peut-être c'est un narcissique, mais c'est pas toujours évident. Alors, on poursuit en compagnie de Lise. Bonjour, Lise. Oui. Madame Lise.
Oui, bonjour. Madame Lise. Oui. Moi, ma sœur est narcissique, mais ce qui dérange le plus dans la famille, c'est son obsession. Et puis, je voulais savoir, pour quelqu'un qui est obsessif, que ça diminue l'obsession. Mais vous m'attendez un peu, là, Lise. Regardez, vous nous parlez de gros mots. Vous utilisez des gros mots. Vous utilisez le mot narcissique. Ma sœur est narcissique, puis elle a des obsessions. Voulez-vous même dire, d'abord, où vous avez pris ça, ces mots-là? Et expliquez-nous ce que vous voulez dire. Elle a été diagnostiquée. Étiquette. Va pour la provenance. Maintenant, expliquez-nous. Obsessive, là, il y a personne qui va chez eux. Il y a la moitié de la famille qui y va pas à cause de ça. En rentrant, il faut enlever nos souliers. C'est ces pantoufles qu'on met, puis on touche à rien. On s'en va direct dans la chambre de bain. On se lave les mains comme si on est pour opérer, là, du bout des doigts vers le cou. Écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, là. Alors, votre sœur a possiblement un trouble obsessif-compulsif assez important. Oui. Bon. Et là, le narcissisme, là-dedans, là. Quand t'es avec du monde, là, c'est toujours elle qui est la plus belle. Elle écrase tout le monde. C'est elle qui prend la parole. Regardez-moi, puis... elle est toujours comme ça. Ben oui, mais pauvre. Les autres n'ont pas de place. C'est pauvre elle. Elle prend tout le plancher au complet. Non, mais pauvre elle, là, elle est assez poquée. Personne n'a d'oxygène. Pardon? Il n'y a personne qui a de l'oxygène quand elle est là. Ben oui, mais écoutez, elle est poquée pas à peu près, là, votre soeur. Quel âge qu'elle a? Elle a 45. 45 ans. Là, elle a demandé au curé, il est allé, lui... Il est embarqué dans le jeu, là, ça faisait son affaire, je suppose. Il est allé mettre de l'eau bénite autour de la maison parce qu'il y a des esprits qui y vont, puis c'est ça, Monsieur Pierre, vos antennes vibraient, hein? A des gros problèmes. Oui. Mais pour les troubles obsessionnels, y a-t-il un médicament qui diminue ça? Votre sœur, là, on regarde pas les autres troubles. Je pense que votre sœur, elle aurait avantage à fréquenter un bon psychiatre. Oui. Oui. Mais d'après vous, le Seroquel que vous recommandez, ça agit-il sur les troubles obsessionnels? Lise, je vous dis que votre sœur aura avantage à se faire évaluer par un bon clinicien, un bon psychiatre. Oui. OK? Oui. Alors, n'essayez pas de traiter votre sœur. Essayez de la faire voir par un bon psychiatre. Oui, mais quand je parle de troubles obsessionnels, c'est pour quelqu'un d'autre dans la famille, là. Il y a des troubles obsessionnels. C'est pas la même. Puis qui prend, c'est la même ESA, de la peur des microbes, tout ça. Mais il y en a un autre qui a juste des troubles obsessionnels. Puis elle prend du Paxil. Ouais, puis? Ça fait pas effet. Elle a toujours ces mêmes troubles. Bon. Pas facile, la psychiatrie. C'est pour ça que je vous dis que ça prend des bons psychiatres. On en a besoin. Pierre, même les bons psychiatres doivent échapper des petits cas. C'est pas facile. La psychiatrie, c'est pas évident. Non. J'ai déjà eu quelques très bons résultats avec de l'anafranil. Anafranil? Oui. C'est un vieux, encore là, des vieilleries. Oui. Des vieilleries qui, à l'occasion, valent la peine d'être sorties des boulamites. Et à ce que je sache, il n'y a aucun médicament dans les vrais troubles obsessifs-compulsifs. Je n'ai pas encore vu une seule étude qui me dit qu'il y a un produit nouveau, plus récent, qui est supérieur, égal ou supérieur à l'anafranil. Anafranil. Anafranil, ça s'écrit comme ça se prononce. Le Paxil, ça... Pardon? Le Paxil, ça peut avoir un effet? Qu'est-ce que je viens de vous dire, Lise? Vous n'êtes pas sourde, j'espère, là? Non, j'ai tout compris. Bon. Je vous en ai assez dit. OK. C'est beau. Et bonne chance. Il y a des thérapies, hein, pour les gens qui souffrent de troubles compulsifs, obsessifs et tout ça, là. Est-ce que dans tous les cas, on est obligé d'aller vers des médications? Oui, ça prend de l'ampleur. À mon humble avis, le trouble obsessif-compulsif sévère m'apparaît être davantage neurologique que psychologique, c'est-à-dire consécutif à des conflits intrapsychiques. Bon, alors ça, c'est un autre point de vue. Et puis les boulamites, quand on sort des boulamites, ces médicaments-là, il faut faire attention, il faut prendre la boulamite. Ah, que c'est drôle. Vous verrez un peu, hein? Bon, à demain! C'est lundi, on te pardonne. Merci. Tu vas te réchauffer avec la semaine. Bye. Bye, Jeannette.